Bonjour et bienvenue dans cet après-midi du colloque de la 9e édition du Festival L'Industrie du Rêve. Là, on est dans la 3e table ronde donc, de la journée. Il y en a que je reconnais de ce matin, ça fait très plaisir, sur les deux premières. Sur lesquelles d'ailleurs on va revenir avec le grand témoin de la journée que Brigitte vous avait présenté, Georges Pratt, qui me rejoindra tout à l'heure devant la scène, là, sur l'une des chaises. Je voulais préciser et rappeler, enfin pour ceux qui étaient là ce matin et préciser pour ceux qui sont là maintenant, qui viennent d'arriver, que toutes les interventions, toutes les tables rondes ont été enregistrées et seront diffusées sur France Culture, normalement dans une émission qui s'appelle les Sentiers de la Connaissance. On ne sait jamais, tu sais, tout peut arriver. Mais c'est prévu, c'est en janvier. Alors je ne sais pas si c'est en soirée, en journée, ils vont monter dedans, enfin j'en sais rien, mais on vous préviendra par mail de la date exacte de diffusion. Ça s'appelle donc les Sentiers de la Connaissance. Et la création, pardon. Je ne sais pas qui est la productrice de ça. Laurence Courtois, merci beaucoup. Voilà. Donc le thème de cette... et puis il y a les actes aussi sous forme papier, qui eux sont édités tous les ans, et qui seront donc disponibles, j'imagine, dans quelques mois, sous forme d'un beau petit livret, où vous retrouverez peut-être la couverture là, que vous avez vue sur la bande-annonce, la couverture de cette semaine. Voilà, donc cet après-midi, ce matin, pardon, on était sur la déclinaison des mixages sur différents supports, la manière de le faire le moins mal possible. Après, on a plus parlé de formation, quelle formation, pour quel métier, dans quelles conditions, etc. Cet après-midi, on sera, je pense, plus concret, puisqu'on a la chance d'avoir avec nous deux équipes autour d'un réalisateur et ses techniciens. Ça permettra, je pense, d'éclairer d'une manière différente ce qu'on a pu dire ce matin d'une manière un peu trop théorique sur les formations. Ça nous permettra sans doute d'aborder d'autres aspects qu'on n'a pas pu traiter ce matin, faute de temps, et pourtant Dieu sait si on a débordé. Le mea culpa. Mais d'abord, je voudrais revenir sur ces deux tables rondes avec Georges Pratt ici présent, qui est donc le grand témoin de la journée et qui a certainement plein de choses à dire sur le sujet, puisque ce matin, on aurait bien voulu lui donner plus la parole dans la salle, mais on n'avait pas le temps, on n'avait pas la place, c'était terrible. Voilà, on va s'asseoir. Micro jaune. Non, moi sur la première partie du colloque, j'ai trouvé que c'était vraiment très intéressant et très touffu parce que ça soulevait vraiment des problèmes essentiels qu'on n'avait pas il y a quelques années. Et comme l'a dit Jean-Claude L'Oublié, non, Jean-Paul, pardon. C'est vrai que avec notre piste optique, puis notre courbe académie et les salles de cinéma, ça marchait, je vais dire, très bien. L'arrivée du multicanal, d'abord par la stéréo, je pense a amené quand même une spatialisation intéressante. Et ensuite, maintenant, il y a la grande explosion, j'allais dire, vers le 5.1, et quand on ne parle pas du 7.1. Alors moi, c'est à titre tout à fait personnel. Moi, je ne suis pas contre, mais je me pose la question, par rapport peut-être à un certain type de cinéma que j'ai fait, qu'est-ce qu'on va mettre sur les 7 pistes ? Enfin bon. Mais je pense que certains films se feront, mais ça dépendra. Et ça, on l'a un petit peu peut-être, c'était plus technique, effleuré. On a peu parlé de la conception, enfin de l'écriture, du scénario, enfin du point de départ.
parce que je pense que certains films, types de films, avec une, on dit plus, enfin, gauche, centre droit, moi, me suffisent plutôt que d'avoir des pistes arrière qui se déclenchent quand elles veulent et me gênent ou si je suis de côté, j'entends un peu que les ambiances des petits oiseaux de gauche qui sont très belles, mais celles de droite, notamment dans la grande salle de Cannes, vous risquez pas de les entendre. Et donc je trouvais que tout le monde revenait un petit peu sur, je veux dire, sur ces, non pas ces bases traditionnelles, mais en fait, et ce qui a été aussi intéressant, moi en tant qu'ingénieur du son, je n'ai jamais fait une prise de son pour moi, pour me faire plaisir. J'ai d'autres plaisirs dans la vie et voilà. Non, c'est déjà par rapport au lien et donc avec la mise en scène, parce que le son, bon, c'est bête ce que je dis, mais on fait partie d'une équipe et ce matin on a moins parlé des comédiens et des réalisateurs parce que moi je les inclus largement dedans et je dis toujours un grand hommage aux comédiens parce que ce sont carrément les seuls qui restent à l'écran, sauf erreur technique d'un pied de projecteur ou d'un mauvais cadrage. Oui. Il n'y a pas que les micros hors champ. Quand vous regardez en bas, quelquefois on voit beaucoup de rails de travelling. Simplement, le spectateur a tendance à regarder un peu vers le haut. Et si vous regardez bien, quelques câbles électriques, quelquefois traînent au sol. Hein. C'est vrai qu'avec la télé haute définition, on nous a prédit qu'on allait faire des belles découvertes comme ça dans les décors des émissions. Et tout la seule chose, pour ne pas vous cacher, c'est qu'un micro qui rentre dans le champ, comme il bouge, va se remarquer plus qu'un câble statique. Donc après, je ne sais plus, mais c'est c'est intéressant ce qu'avait dit Jean-Paul à un moment, c'est que finalement la mono, on travaille en profondeur, oui. Après on a eu la largeur, après on a les graves, enfin, on a plein de dimensions qui arrivent, et puis maintenant avec l'idée de devoir faire passer un film du 5.1 jusqu'au téléphone portable, finalement il y a un risque de développer des contenus où on va faire le plus efficace possible, et donc on va se retrouver avec des images... Alors, moi je crois que... Bon, c'était un peu une boutade ça, mais oui, c'était une boutade. De vouloir décliner déjà les versions DVD, VOD, ça demanderait déjà, je dirais presque un montage et un traitement et un mixage spécifique à chaque version avec l'écoute de la version. Bon, disons que sans trop de dégâts, ça peut passer de la version cinéma en retouchant à une bonne version télé. Sachant aussi que quand on écoute sur un poste de télévision, on ne peut pas avoir la même qualité qu'une bonne salle. Et puis, d'autre part, et je trouve en ça le cinéma est très, très magique, c'est qu'au départ, moi je m'adresse, je pense toujours à un spectateur virtuel qui va quand même rentrer voir le film. Et quelquefois, ils sont plusieurs milliers et plusieurs millions. Et chaque spectateur est différent. Et quand on tourne, moi, je ne connais pas, je n'en connais aucun. Donc, moi, ce que j'aime plus dans mon travail, et quand on a parlé justement de travail d'équipe, 60%, moi, je dis c'est 80% aussi à la fois de la passion, mais de la psychologie et des astuces pour que ces émotions captées au son, il en reste un petit quelque chose sur l'écran qui va à la fois toucher à des degrés divers tous les spectateurs. Quand je ressens ça, je pense que je remercie les comédiens, je remercie le metteur en scène qui a su amener l'équipe à ce point-là.
Alors maintenant, s'il faut décliner suivant toutes les versions, bon, est-ce que Laurence d'Arabie dans le désert arrivera à exciter un pixel sur votre téléphone portable? Je pose la question. Mais en même temps, d'autre part, ça posait une question qui... Ça, c'était un peu le côté technique. Moi, je pense que là, c'est vraiment insoluble. On ne peut pas faire la même œuvre pour des multi-supports. Bon. Malheureusement, je pense qu'il y a aussi un énorme changement qui se passe à l'heure actuelle et que je trouve plus être peut-être pas technique, mais sociétal. Bon, quand moi je vois des jeunes écouter de la musique dans le métro, bon, ils ont toujours leur truc, on change très vite de morceaux, ce qui veut dire qu'on écoute petit bout par petit bout, enfin, on change de titre. Je ne sais plus, en discutant, quelqu'un m'a dit que dans le train, les gens qui regardent des DVD ne les regardent pas en entier, mais on zappe. Donc on a perdu un peu ce contact qu'on avait avec la salle où, une fois que la bobine est démarrée, vous ne pouvez plus l'arrêter. Donc vous voyez les images, le montage et le son contrôlés par le metteur en scène. Ou par le producteur, ou les studios, si on est dans le système un petit peu américain. Et là, ce qui me fait peur dans cette multitude de tuyaux, c'est que c'est bien d'inventer des tuyaux, mais là, il faut mettre du contenu, c'est évident. Mais qui va contrôler ce contenu ? Moi, je crois qu'à l'heure actuelle, les nouveaux téléphones portables qui vous promettent de pouvoir télécharger un film et regarder, c'est purement commercial pour rajouter, pour mettre de la valeur ajoutée à votre produit, qui n'est même plus un téléphone d'ailleurs. Enfin, la fonction d'un téléphone, c'est de passer des communications. Et quand on voit comment ça marche, moi, ça me fait un petit peu peur par rapport à l'habitude qui va être prise de regarder dans n'importe quelle condition, du 5 points écouté dans le train avec un casque. Non, mais ça pose un problème aussi vis-à-vis de nous tous qui collaborons à la chaîne sonore, pour qui, pourquoi on va travailler, est-ce que c'est pour la VOD, le dernier tuyau ou la salle? Donc on va faire des concessions, mais lesquelles moi, personnellement, ça me pose des questions. Là, je crois qu'il y a un renversement complètement de situation et surtout une maîtrise, enfin une prise en charge des industriels sur le contenu. Peut-être à la fin. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, dans ton introduction, là, quand tu as montré oui, je peux Télérama, le montrer là encore, d'ailleurs, je vais me faire ce plaisir, tiens, bonne idée. Je trouve que c'était assez intéressant, une famille lambda où, je sais pas, ils ont 23 écrans dans la maison. Au sens large du terme, les écrans. Hein. Ça peut Voilà. être un écran d'ordinateur, un écran de téléphone portable, un écran d'iPod. Ça va, on ne me l'a pas piqué. Donc le Télérama d'hier, la vie numérique. Ils font une enquête, donc des reportages chez des gens qui sont quand même relativement aisés, mais pas tant que ça. C'est pas des traders, quoi. Et bon, enfin puis maintenant, oui. Puis maintenant. Et donc on a famille X, 3 enfants, 12 écrans, une console fixe. Pardon pour ceux qui étaient là ce matin, mais je ne peux pas m'en empêcher. Bon, les photos, vous ne les verrez pas, mais je vous dirai après ce qui est intéressant sur la photo. Famille Y, 1 enfant, 9 écrans, 3 consoles fixes. Famille Z, donc 2 enfants, 13 écrans, 2 consoles fixes. Et encore une autre famille, 2 enfants et un chien, visiblement, 13 écrans et 2 consoles fixes. Et quand on lit l'article, on s'aperçoit qu'en fait, les gens,
Bah, comme disait Georges, en fait, ils ont complètement perdu l'aspect continuité temporelle des choses. Ils zappent, Et ils aussi zappent tout le temps. convivialité. Et convivialité aussi, mais ça c'est le deuxième point, quoi. Quand ils regardent un film, par exemple, ils vont commencer à le regarder sur le lecteur de DVD portable ou bien sur le grand écran plasma dans la chambre des parents, par exemple. Puis ils n'ont pas le temps parce qu'il y a un téléphone portable qui sonne ou quelque chose, donc on arrête tout. Et puis il y en a un qui va continuer à regarder sur son DVD portable. Un autre qui va, on n'a pas le temps, donc il va terminer sur son écran de téléphone ou quelque chose comme ça. Et bon, il y a aussi les mecs qui s'envoient des SMS d'une pièce à l'autre. Enfin ça, je pense que tout le monde l'a fait à un moment ou à un autre. Mais bon, le résultat, c'est que non, moi non plus. J'ai pas de portable, donc j'ai pas pu le faire. Mais ce qui est Généralement, étonnant, je suis arrivé c'est que chez moi avant le SMS. Alors, on a l'impression que c'est tous les contenus finalement, et ça c'est grave. La musique ou que ce soit la musique ou le cinéma, ça devient des produits associés pour des vendeurs de tuyaux. Comme il y a quelque chose qui m'a fait frémir il y a 3 ans de ça, je crois que c'était en Angleterre, je ne sais plus quel journal, qui a donné, sur un supplément du week-end, il donnait Tubular Bells de Michael Field. Bon, je pense qu'il y en a quand même quelques-uns ici, c'est un album marquant. Quand il est sorti en 73 ou en 74, je ne me souviens plus, il aurait été hors de question de vendre ça comme un cadeau bonus, quoi, parce que on en revient là. Les fabricants, enfin pas les fabricants, les gens qui ont fait les abonnements à DSL au débit, etc. C'était dit sans être dit, tout en étant dit, que grâce à ça, on se téléchargeait tout ce qu'on voulait. Bon, évidemment gratuitement, d'où le piratage et ainsi de suite. Et tout ça aboutit à une situation où on a un idéal, bon, qui est la salle. On a un film qui est projeté en salle. Il a été mixé, pareil, dans un auditorium avec une salle pendant des semaines, qui était un auditorium qui était comme une salle de cinéma. Et finalement, on s'aperçoit que derrière, toutes les manières ou pratiquement toutes les manières d'exploiter le film et de le regarder n'ont plus rien à voir avec cet idéal-là et s'alignent toutes vers le bas, quoi. Et ce qui est dommage, vu les conditions techniques dans lesquelles on produit les films maintenant, n'ont jamais été aussi fines, tant au niveau du son lui-même, de la manière de le coder, de le transporter, qu'au niveau de son assemblage temporel ou fréquentiel, quoi. Et ça, c'est un vrai problème. Et bon, l'idée de la salle au portable, c'est évidemment technique, mais il y a aussi beaucoup de gamberge et de philosophie à avoir derrière, quoi. À toi, Georges. oui, et puis, bon, j'avais noté, c'était plus technique, mais j'ai appris, parce que j'étais là aussi pour apprendre, qu'il y avait de plus en plus de refus de PAD de la part des chaînes, puisque ces PAD ne correspondent... de PAD refusés pour le son. En télévision de définition. En télévision haute définition. Voilà, parce que... donc ça devient... alors il y a une prise de conscience... Il faudrait qu'il y ait une prise de conscience de la profession, pour terminer, sur cette problématique. Parce que, enfin, moi, je travaille avec passion. Les outils, ça s'apprend et ça se domine très très vite. Puis c'est jamais qu'un outil. Une bêche, c'est fait pour retourner de la terre. Bon, première fois, on bêche pas bien. Un peu d'expérience. Je pense que tout le monde y arrive. Et puis, il y avait aussi cette problématique d'avoir élargi par la spatialisation. On peut mettre, évidemment, beaucoup plus d'informations. Avant, avec la mono, passer un coup de feu, une ruade de cheval et une phrase de dialogue, c'était une bouillie où aucun des trois passait. Là, on a spécialisé, c'est bien. Moi, je pense qu'il faut quand même peut-être rester modeste parce que il faut penser que beaucoup d'informations dans un film passent par l'audition et que le phénomène de l'audition est beaucoup plus lent que le phénomène de la perception visuelle. On met plus de temps à l'absorber. Donc, si on en a trop, on va se disperser au risque de perdre des... On aura peut-être des très belles forêts, des très beaux oiseaux, mais on perdra un petit peu
d'informations, j'allais dire, qui peuvent être importantes. Et aussi, le problème qui est arrivé à la fin, c'est qu'évidemment, on parlait d'acoustique, de niveau sonore, de chez Dolby, enfin bon, des choses qu'on essaye de normaliser. Mais une chose qu'on ne normalisera pas jamais dans la meilleure des salles, même si celle-ci est neuve, c'est malheureusement le nombre de spectateurs qui assisteront à la séance. Et ce sont quand même les meilleurs absorbants acoustiques. Donc, il y a toujours ce risque quand vous mixez, et moi je ne suis pas mixeur, qu'une salle pleine aura plus de déperdition qu'une salle vide dans certaines fréquences. Alors, est-ce qu'on fait une cote mal taillée? Et puis la vie des films aussi, qui malheureusement passe très vite, disons, d'écrans normaux aux salles, comment je les appelle, les salles mouroirs. C'est joli. C'est pas du tout péjoratif dans mon idée, parce que si vraiment on n'a pas vu, pour des raisons X ou Y, moi ça m'arrive parce que je suis en tournage et que certains films ne passent pas en province parce qu'ils sont un petit peu à réessai, ben, les séances de rattrapage, c'est jeudi à 11h une fois par semaine à l'épée de bois ou à la clé, et qui sont quand même pas à tous les niveaux le meilleur ce qu'on fait. Mais un film, il faut le voir la première semaine. Enfin, si jamais on a la possibilité de ne pas être trop loin. Voilà. Donc toute cette problématique, et aussi dans la chaîne sonore donc je crois qu'on a soulevé beaucoup plus de problèmes qu'uniquement les problèmes techniques. Et ce qui avait été dit, c'est que aussi faudrait que notre profession, mais aussi en général, qu'il y ait une prise de conscience de cette vraie problématique quand on produit, conçoit et diffuse un film. Et quant au deuxième débat, qui fut également très intéressant, le terme consensuel ne me convient pas, mais il y avait quand même beaucoup de choses qui revenaient. Peut-être que les enseignements dans les écoles sont un petit peu trop techniques. Moi, je pense que c'est sur le terrain qu'on apprend. On fait un travail aussi de bidouilleur. Le son n'est pas qu'un micro, une perche et un enregistreur. C'est savoir aussi capter la sensibilité d'un comédien. Savoir avoir des relations, une certaine complicité, et puis aussi avoir un metteur en scène qui est derrière vous. Et quand on a dit, c'est ce débat-là, que d'obtenir, pour faire une ambiance, 1 minute ou 2 de silence. Oui, le silence plateau. Le silence plateau et tout. Moi, je suis désolé, ça s'obtient si le metteur en scène le veut. Oui. Et voilà. Donc c'est plutôt... et moi, j'ai travaillé avec des metteurs en scène. C'était le bonheur pour moi, parce qu'avant que je demande quoi que ce soit, c'était déjà eux qui avaient exigé et qui ne quittaient pas le plateau. C'est-à-dire, tu fais ça, moi je vais voir pour les plans de la journée. C'est-à-dire qu'ils comptent... Enfin, ils voulaient que les prises soient bonnes, qu'il y en ait 1 ou 2 de faites. Et ça, cette relation, je pense que
avec le réalisateur est très très importante quand il a cette conscience de ce que le son pourra lui procurer pour le film. Par contre, j'étais moins d'accord quand on disait que les technologies françaises, beaucoup de choses avaient été inventées et étaient parties ailleurs, parce que quand même, enfin en tout cas dans les pays européens, j'ai connu une période en Italie où pour avoir du son direct, ils ne prenaient pas des Italiens, mais des Français. Et c'est vrai que j'en connais dans la salle qui ont travaillé ou en Espagne, ou au Portugal, ou en Italie, ou ailleurs. Donc il y avait quand même une touche ou une qualité reconnue, alors qu'on utilisait tous les mêmes outils, un micro, une perche et puis un enregistreur. Et puis donc pour la formation, il y avait ça, mais c'est un problème, moi je pense assez difficile. Et quand on parlait des stagiaires qui ont disparu au montage, c'est-à-dire qu'il y a plus cette transmission et ce compagnonnage, parce que même la stagiaire qui mettait les étiquettes sur les boîtes, elle entendait ce qui se passait, elle voyait, elle sentait le film. Ou au son, bah maintenant, c'est soit des disques durs qu'on transfère en essayant de ne pas faire d'erreur sur les entrées Pro Tools ou Pyramix. Et la personne est complète. Ça devient un technicien qui est complètement détaché du film. Il en fait 10, 15 dans sa journée. Et donc, cette approche directe de la matière, bon, je dirais filmique, mais ça peut être tout autre support, j'ai peur qu'elle ne disparaisse un peu. Et je pense que c'est un terreau totalement essentiel. Oui, parce que tous ces transferts de données, finalement, se font maintenant de manière complètement muette, alors qu'avant, un repiqueur écoutait forcément ce qui repiquait. Oui, il suivait le film, et Il quelquefois... avait ses feuilles et tout. mais quelquefois, c'était une personne fort importante. Et moi, j'ai fait un film il y a 2 ans où j'avais un repiqueur qui lisait le scénario après avoir écouté, et qui ensuite revérifiait pour l'intelligibilité, donc sans lire les phrases. Et j'avais la réponse, comme on commençait à midi, avant de tourner. Moi, j'avais quelquefois des doutes sur des petits vents dans les feuilles qui étaient arrivés sur une prise, sur l'autre. On a toujours un peu un doute. Et lui me rassurait, il me dit non, attends, là, ça va très bien. Et puis, sur l'intelligibilité ou certaines choses, il me disait, mais attends, puisqu'une fois, il m'a demandé, mais comment vous avez fait? Alors que lui ne voyait pas du tout l'image. Donc, il y avait, j'allais dire, un retour qualité, et qui est très rassurant, et qui a fait qu'à la fin, je veux dire, du film, montage effectué, le mixage s'est effectué, je crois, en moins de 2 semaines. Puisqu'évidemment, avec un metteur en scène exigeant, et toutes les escarbilles avaient été évitées parce que c'était déjà signalé. Et ça vous pousse aussi, enfin moi, ça me poussait à être plus exigeant. Parce que je savais que quelqu'un, pas du tout le côté contrôle, mais était derrière moi. Et aussi rassurant pour le metteur en scène, puisqu'on a fait une tentative de rush double bande, je crois à Tarascon, qui s'est avéré un fiasco, comme d'habitude, total. Donc, on a évité ces déplacements. Et le directeur de la photo se refusait à avoir des rushs muettes. Voilà. Et le metteur en scène, lui, carrément, si c'était pas sonore et classé, se refusait de
voire dans le désordre, sans le son. Ça le perturbait plus je pense que ça le perturbait plus pour son travail pendant le tournage, il préférait ne rien voir. Mais en même temps, il sentait qu'on avait des rapports à l'image et au son avec le labo. Ça, c'était la grande... voilà. Et je vais juste conclure sur juste une petite chose dont j'en ai... Donc, quand on parlait aussi des formations, c'est vrai que dans nos métiers, les stages de formation continue, moi, j'ai essayé d'en faire. C'est quelquefois, il faut s'inscrire 4 mois à l'avance. Mais 4 mois à l'avance, vu la crise dans nos métiers, la chasse aux heures, enfin bon, ce que peut-être vous connaissez. Si on vous propose un gros projet, vous écrivez à l'AFDAS que vous renoncez, sauf qu'on n'a pas le droit de faire de nouvelles demandes qu'un an après. Et ça, je pense que tout à l'heure, j'aurais voulu le souligner. C'est un aspect, je crois, puisqu'il faut que les formations aient une certaine durée, et que peut-être, je ne sais pas, étaler, sans être des formations constructeurs. Je délimite. Mais moi, il y a 2 formations que je n'ai pas pu faire parce que, voilà. Et quand même une chose, moi, que j'ai vu évoluer dans ma carrière, je ne sais pas comment on s'appelait avant, avec les producteurs ou trucs. Et maintenant, on travaille pour un client. Oui, oui, mais ils le disent, c'est le mot client. Et d'ailleurs, nous, quelquefois, maintenant, on dit des producteurs, là, j'ai perdu un client cette année. C'est-à-dire une production avec qui on avait l'habitude de travailler pour X ou Y raison. Et je pense que, d'un certain côté, c'est dommage et d'avoir basculé dans ce côté un petit peu... on est entre clients au service de consommateurs. Et le film devient un produit. Le film a toujours été un produit. Je suis désolé, mais la 7e compagnie, ce sont des films qui ont très bien marché. Mais là-dessus, je voudrais juste dire qu'ils étaient faits uniquement pour le marché local. Vous voyez, cette année, je crois qu'en 5e position du box-office en Italie, c'est un film qu'on verra jamais en France, qui est un film comique italien qui a fait un succès, et tant mieux. Mais c'est de la production locale, quoi. Mais ça a toujours les gendarmes, enfin ça a toujours existé, et moi je renie pas du tout ce genre de film. Et quand on fait ces films-là, c'est peut-être pas tout à fait... On s'adapte aussi au film, mais on adapte nos méthodes de travail. Chaque film est un prototype. Il faut avoir je pense, dans nos métiers, que ce soit, tout, justement par psychologie, savoir s'adapter. Ça. Une dernière chose, c'est que quand on était du son, on a parlé culture, avec tous des regrets que souvent des étudiants en BTS ou d'autres choses manquaient un peu de culture générale. Et chaque fois, on a parlé de culture musicale. Et moi, je m'y oppose un petit peu, parce que c'est pas parce qu'on fait du son qu'on doit se cantonner à la culture musicale. Mais il y a la peinture, il y a tous les autres arts, et c'est un peu chacun pour soi en prend ce qu'il veut. Mais je pense qu'à un moment donné, dans votre travail, ça va ressortir. Et moi, j'ai eu l'exemple d'un metteur en scène où on n'a parlé que peinture. Et j'ai rencontré le directeur de la photo quelques temps après, qui était un petit peu déboussolé. Il me dit, on n'a parlé que de musique. mais pourquoi pas? Et résultat,
par rapport au film, c'était beaucoup plus intéressant de parler d'ambiance à travers de la peinture, qui n'avait rien à voir d'ailleurs avec le style du film. Hein. C'était pas du tout de de façon analogue. Alors que souvent, je crois que les directeurs de la photo s'attendent à ce qu'on leur parle plus de leur sensibilité picturale. Et bon, je m'en ai très, très bien sorti puisque j'ai fait plusieurs films avec ce réalisateur. Mais je pense que justement, il faut une culture éclectique et élargie. Et c'est ça qui fait le bonus après pour s'intégrer, pour trouver... Enfin, et peut-être pas percer, mais c'est un plus dans le travail par rapport à un technicien lambda, parce que ça, on le trouvera toujours. Merci Georges. Merci beaucoup. J'appelle donc les participants à la première table ronde, qui sera consacrée à l'équipe des techniciens et de Cédric Clapiche. Donc dans l'ordre purement alphabétique, Philippe Amouroux, Stéphane Brincler, Dominique Dalmasso et Cédric. Vous avez les petits panneaux. Ouais, c'est toi. C'est bon. Oui, c'est ça. Alors c'est intéressant parce que j'ai eu l'occasion de croiser Stéphane à une manifestation, Dominique déjà plusieurs fois. Cédric, je ne l'ai jamais rencontré. Et Philippe, on s'est parlé pour la première fois au téléphone hier soir. Mais bon, le cinéma de Cédric, c'est un univers. Bon, je le vois transposé de film en film. Je vois des choses qui reviennent, d'autres qui partent de façon différente. Et une des premières questions que j'ai envie de te poser, c'est comment, par film, est-ce que avant de le commencer, ou bien quand tu l'écris, tu as l'idée des techniciens avec qui tu aurais envie de travailler dessus? Que ce soit en image, que ce soit en son. Ce film-là, il va être dans telle ambiance, j'irais bien chercher tel preneur de son direct, tel mixeur. Oui, forcément. Moi, je pense que tout le monde le sait ici, que c'est une œuvre collective, un film, et que je pense aussi que c'est important qu'un réalisateur soit le centre de la création du film. Et cette chose paraît paradoxale parce qu'il y a un côté très personnel de la conception d'un film, allié à quelque chose de très collectif. Et pour moi, le cinéma, il est lié à cette contradiction. Parce que c'est vrai aussi que quand on va voir un film, on va voir l'œuvre d'une personne, mais qui s'adresse au plus grand nombre ou à un public. Donc il y a toujours ce rapport de l'unité à quelque chose de multiple. Et donc c'est vrai dès la conception d'une équipe, parce que oui, c'est vrai que quand j'ai fait par exemple l'Auberge espagnole, puis les Poupées russes, le chef opérateur, j'ai demandé à Dominique Collin, avec qui j'avais été au lycée, avec qui il y avait une espèce de rapport de complicité. Et par rapport à d'autres chefs opérateurs avec qui j'avais travaillé, je me disais que c'était plus intéressant d'avoir ce rapport de complicité que d'avoir quelqu'un qui ait une notion technique. Ou à l'opposé, c'est vrai que quand j'ai fait Peut-être, le chef opérateur, pour moi, c'était un des premiers films qui utilisait des trucages numériques. Et j'avais besoin d'utiliser un chef opérateur qui connaisse le nouveau monde numérique. C'est quelqu'un qui avait travaillé que dans la publicité. C'était son premier long métrage. Donc c'était Philippe Lesourd qui a fait l'image. Et c'est vrai qu'au niveau du son, c'est un peu pareil. C'est vrai que y a cette notion qui est autant psychologique que technique, parce que c'est vrai que pour moi, ça me semblait obligatoire que ce soit Dominique Dalmasso qui mixe les Poupées russes parce qu'il avait fait l'Auberge espagnole et qu'il avait besoin d'une continuité, je dirais pas technique, mais psychologique, enfin, d'un rapport qu'on a depuis longtemps entre nous. Et c'est pareil sur l'ingénieur du son, c'est-à-dire que c'est très difficile de séparer les notions techniques des notions humaines, en fait. Et donc, alors c'est un peu suite à ce que j'ai entendu aussi, c'est-à-dire que le son a été révolutionné pour moi successivement et plusieurs fois depuis 10 ans, mais il y a une vraie révolution de l'usage du son. Je pense que tout le monde utilisait un Nagra il n'y a pas très longtemps et pratiquement plus personne n'utilise un Nagra aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qui se sont passées qui font que
voilà, la technologie a changé et que moi, je sais qu'en tant que réalisateur, le dialogue que j'ai avec les gens avec qui je travaille a toujours été important. C'est vrai que j'ai vu Olivier Levacon, qui est un des premiers ingénieurs du son avec qui j'ai travaillé. Il y a eu François Valdy chez Olivier Levacon. Et c'est vrai que je sais que c'est Olivier Levacon qui m'a expliqué ce que c'était un MS, par exemple. C'est important pour moi de savoir comment marche un MS et de savoir comment ensuite moi je vais pouvoir l'utiliser dans la mise en scène, du coup de me poser des questions par rapport à une sensation mono, par rapport à une sensation stéréo, et que je pense que ce dialogue humain avec des techniciens, c'est quelque chose qu'il faut pousser, parce que je pense que d'ailleurs tous les ingénieurs du son devraient parler avec les réalisateurs plus, c'est-à-dire que ne serait-ce que de montrer qu'est-ce que c'est, de leur faire écouter le son d'un HF, le son des différents micros qu'ils utilisent, parce que je pense que la plupart des réalisateurs ne connaissent pas la différence entre tous ces micros. Tu as toi-même des connaissances techniques sur le son ou pas spécialement? Tu étais musicien, je crois, à un moment. Non. D'accord. Non. Chanteur peut-être alors? Non plus. Oh non, c'est une des grandes lacunes de ma vie. J'aurais bien aimé connaître plus la musique, mais non, c'est les connaissances techniques, je les ai appris vraiment avec Olivier Levacon, avec Cyril Moisson, avec les mixeurs avec qui j'ai travaillé. C'est vraiment au fur et à mesure, parce que bon, c'est vrai qu'à un moment, on est obligé d'apprendre qu'est-ce que c'est le 5+1 par rapport à la stéréo, enfin tout ça, quoi. Et même quand Cyril te décrit je me souviens sur l'auberge espagnole. Il nous avait expliqué que son option, c'était de voir la ville comme un personnage du film en tant que tel, et donc à ce titre de poser des micros dessus exactement comme il poserait des micros sur chacun des acteurs, quoi. Et donc ça l'avait amené à développer des systèmes de prise de son avec des coupes, enfin des choses assez sophistiquées. Quand il t'a expliqué ça, c'est-à-dire que il t'a montré ce que ça allait faire. Comment ça s'est passé? Non, parce que c'est quelque chose qui est réfléchi au niveau conceptuel. Et vous en avez parlé avant le tournage, de toute façon. Oui, et puis c'est beaucoup des histoires de mise en place aussi par rapport au fait que c'est ça qui est compliqué dans le son, c'est que finalement c'est pas juste une qualité sonore qu'on cherche. C'est aussi une qualité de travail. C'est-à-dire que sur l'auberge espagnole, j'utilisais beaucoup l'improvisation, que du coup, de fait, je ne peux pas utiliser les mêmes micros que s'il y a un texte écrit comme dans Un air de famille, où à virgule près, on sait exactement qui va parler à quel moment et dans quelle langue. Et que dans Un air de famille, on est en studio, le son est totalement maîtrisé, alors qu'effectivement, dans Barcelone, dans l'auberge espagnole, on ne sait pas qui va parler et quelle voiture va passer à tel moment. Donc, il y a tout ça. C'est-à-dire que quand on choisit une personne, on choisit une technologie, on choisit une mise en scène, il y a finalement tout ça qui est réuni. Et tu y penses déjà à l'écriture du scénario, j'imagine? Oui, mais c'est très évolutif. C'est-à-dire qu'il n'y a pas. Moi, j'ai toujours pensé que la mise en scène, c'est pas quelque chose. Enfin, c'est un peu l'idée qu'Hitchcock a donnée, qu'il a un rêve et ensuite il va l'appliquer, et qu'il disait je peux ne pas être là sur le tournage parce que j'ai storyboardé, que les techniciens savent ce qu'ils doivent faire. Moi, je suis tout le contraire. C'est-à-dire que le film s'invente seconde après seconde, jusqu'à la dernière seconde du mixage, je dirais, où finalement les choses que j'ai dit au début du tournage s'avèrent totalement fausses et que je fais le contraire au mixage après. Sur tous tes films, c'est comme ça? Oh oui, je crois, oui. Ce qui est une méthode de travail. C'est-à-dire qu'avant, j'avais des scrupules. Maintenant, j'en ai plus, parce que je pense que d'ailleurs, c'est une des choses que j'ai hérité de la nouvelle vague. Je pense que c'est une des spécificité française de pouvoir dire on invente tout le temps. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a écrit un truc il y a 1 an qu'on doit faire ça aujourd'hui. Et que voilà, donc là, moi je sais pas, dans Paris, le jour où il neige, je filme autre chose que ce que j'avais prévu. La scène avec Romain Duris au balcon, voilà, par exemple, c'est quelque chose qui a complètement, changé complètement, par rapport à ce que oui, tu parce avais qu'on prévu. attendait bêtement que la neige tombe, et donc plutôt que d'attendre, on l'a filmé. Ouais. D'accord. Il y a une autre spécificité française, c'est le son direct. Et ça, je crois que tu y prêtes aussi une grande attention dans tes films. Oui, c'est vrai que j'ai découvert, alors beaucoup d'ailleurs en faisant l'auberge espagnole, parce qu'il y avait des problèmes, notamment en Allemagne et en Italie, où les cultures je ne sais pas si on doit dire consommation, d'écoute d'un film, sont très différentes de la France. C'est vrai que en France, on a la culture du son direct. Pareil, je pense que c'est un héritage de la nouvelle vague sur cette notion du temps présent et de la spontanéité. Et que du coup, on développe des astuces techniques extrêmement sophistiquées pour répondre à la difficulté que c'est de prendre du son direct.
à tout point de vue, dans le rapport que ça a avec la caméra, dans le rapport que ça a à rendre la caméra peu sonore, à synchroniser le son et l'image. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont complexes techniquement. Mais c'est vrai que je pense qu'on a beaucoup cette attention, et là aussi c'est une histoire de culture. Je pense que c'est lié à notre culture même littéraire, c'est-à-dire que la spécificité française, c'est Balzac, c'est Zola, c'est Flaubert, c'est une attention réelle, alors que la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup la culture de la fantasmagorie et de la fiction au sens de Lewis Carroll, de Shakespeare. C'est-à-dire que quand vous regardez qui sont les auteurs littéraires anglais ou américains, ils sont toujours plus éloignés de la réalité qu'en France. Et donc, il y a un traitement de la réalité qui passe effectivement sur le son, parce que pour moi, le son, c'est ce qui donne la réalité à un plan. C'est-à-dire, ce qui donne la réalité à une image, c'est quel son est associé à cette image. Pour moi, le meilleur exemple, c'est de voir qu'un clip, quand on met une chanson et qu'il n'y a aucun son de ce qui est filmé, il y a une déréalisation de l'image et que toute la recherche du clip, très souvent, c'est sur le côté onirique ou le côté hors réalité, alors que très souvent, enfin moi je sais que le travail qu'on fait, que ce soit la prise de son, que ce soit au mixage, c'est d'essayer de donner une réalité au plan, une réalité à l'acteur, une réalité à la situation, et qu'effectivement on fait vivre la ville ou pas, on fait vivre le grain de la voix ou pas, on l'éloigne ou pas, mais qu'il y a des choix qui sont faits pour gérer la dose de réalité de la situation. Dans Paris, d'ailleurs, le groupe qui joue, il était pris en direct ou comment ça s'est géré, ça ? Le groupe qui chante là, du rock'n'roll dans... Alors oui, justement, alors ça fait partie des choses très complexes à organiser parce que, alors pour expliquer la tambouille, donc c'est avec Cyril Moisson qui était ingénieur du son, on a fait un playback, on a préparé un playback des musiciens avant de tourner, c'était quelques jours avant, si je ne me trompe pas. On est venu sur le tournage avec ce playback, mais dans l'idée de pouvoir utiliser ce playback ou d'utiliser son direct. C'est-à-dire que le playback nous servait surtout à avoir un tempo fixe d'une prise à l'autre. Donc par exemple, le chanteur, au final, c'est impossible de savoir maintenant quand c'est du playback ou quand c'est la voix en direct. C'est-à-dire qu'au mixage, on ne savait plus. Parce que comme il chantait avec une oreillette, il avait son playback, donc il chantait exactement en tempo avec ce qu'il avait chanté auparavant. Et au mixage, avec Cyril Holtz et Philippe Ambrou, les mixeurs, on a choisi phrase par phrase, mot par mot, ce qui était mieux entre le playback et la chanson en direct. Et parfois, l'acoustique de la pièce était plus intéressante et parfois le playback, le fait d'entendre plus la musique avec la musique, disons, devant les ambiances, c'était plus intéressant. Donc c'était vraiment, si je me souviens bien, c'était vraiment plan par plan assez morcelé, quoi. Mais ça, c'est une mise en place très compliquée au niveau de la mise en scène et pour l'acteur aussi, parce que alors moi j'avais choisi quelqu'un qui était chanteur et acteur, et donc qui a permis qu'il soit juste à chaque prise, qu'il soit aussi dans le tempo à chaque prise. Mais c'est vrai que ces problèmes, encore une fois, humains et techniques, se retrouvent au bout de la chaîne, quoi. En l'occurrence, le monteur son. Alors, tu n'étais pas sur Paris, Stéphane, mais tu étais sur les Poupées Russes et sur l'Auberge, je crois. Et tu avais raconté à une journée de la CST sur les Poupées Russes que c'était la première fois, je crois, que tu arrivais à tenir toute la chaîne du signal en 24 bits. Ce qui mettait pratiquement à genoux le matériel de l'époque. Parce qu'à l'époque, en fait, on n'était pas préparé à ça, quoi. On n'était pas préparé à ça. Il doit fonctionner, ils vont l'ouvrir. Donc, effectivement, on n'était pas... Prends l'autre. Celui-là ? Voilà. Donc, on avait été surpris, ouais. On avait été surpris par l'ampleur, en fait, du calcul que ça allait demander. Oui. Quoi. Voilà. Parce que quand Cyril commence à mettre des micros partout sur le tournage, oui, tu les récupères fatalement. C'était formidable, mais en même temps, il fallait les gérer derrière. Ouais. C'est sûr que c'était un problème. Ouais. Et puis, il fallait nourrir en plus toutes ces pistes après, de toute manière. Donc, et tu gardes dans ces cas-là sur les ambiances, par exemple, parce que je trouve que que ce soit sur Paris ou sur Barcelone, il y a une qualité d'ambiance et une ampleur des ambiances qui est vraiment assez remarquable, bon, qui vient certainement du boulot du preneur de son à chaque fois. C'est Cyril aussi sur Paris ? Oui, c'était Cyril. Ouais. Donc il a une manière de faire les choses face à... Oui, c'était un challenge en plus dans cette ville qui était très, très bruyante avec que des problèmes. Donc c'était vraiment... Il a réussi à en garder l'aspect positif sans le côté parasite ou autre. Mais toi, de ton côté, tu
Tu rebidouilles aussi ces pistes-là ou tu les gardes Sur les directs, il y a eu un travail de fait aussi. Mais c'est vrai que la magie venait du fait que le direct était beau, quoi, et que cette base était là, et que après on a construit des choses autour, mais que c'était quand même ça qui était l'essentiel. Ça, c'était une chance, oui, c'est sûr. Pour la bande son. Ouais. Et en montage additionnel, il y a des séquences que tu refais. On a recréé beaucoup de spatialisation quand même autour, malgré tout. Ça, c'est sûr. Ouais. Donc, oui, il y a quand même du travail aussi, mais bon, il y avait une structure qui était très belle déjà là. Quoi. Il y a une séquence de cauchemar aussi dans Paris qui évoque un peu celle de. C'est dans quoi? C'est dans la panne d'électricité dans l'auberge, où à chaque fois les mixeurs se libèrent et se lancent dans les spatialisations et les traitements les plus étonnants. Oui, effectivement. C'est-à-dire que, alors pour revenir à ce qui a été dit plus tôt, moi, sur les évolutions technologiques, c'est vrai que la plupart des films qui m'impressionnent au niveau du son sont des sons en mono. Pour moi, Jacques Tati est un maître absolu de la mise en scène du son. Godard est un maître absolu aussi. Et après, effectivement, moi j'ai connu mon premier long métrage, c'est le début du Dolby Stéréo. Et puis après, il y a les évolutions avec le 5+1 et ça évolue encore. Moi, je me dis que j'ai pas de discours là-dessus, c'est-à-dire que je j'ai pas une politique de remplissage de tuyaux. Je me dis que Dreyer, c'est très beau parce que c'est en noir et blanc et parce qu'il n'y a pratiquement pas de son, que Bresson, pareil, et que Lynch, c'est génial parce que c'est le contraire. Et que je me dis, voilà, je peux faire l'éloge de la simplicité, disons, et je peux faire aussi l'éloge de la complexité, et qu'on vit dans une époque complexe. Toutes ces histoires de zapping dont on parlait sur tous ces écrans, sur le fait qu'il y a une discontinuité de notre vie avec enfin les téléphones portables et tous ces trucs-là. C'est vrai, mais ça fabrique une autre vie et que moi, j'ai l'impression que quand je fais Paris, quand je fais l'auberge espagnole ou les poupées russes, j'essaye de parler de ça et que du coup, je me sers du 5+1 pour parler du fait que oui, il y a un bus qui passe en même temps qu'on parle, il y a un téléphone qui sonne en même temps qu'on regarde la télévision et que c'est notre vie et que je trouve que le 5+1 permet très bien de parler de tout ça, quoi. Donc c'est vrai que tout ce qu'on a fait au mixage, enfin ça c'est depuis que j'utilise effectivement la spatialisation du son, c'est dans ce sens de la multiplication du monde qui entoure et qu'on n'est pas en train de suivre un acteur, on est en train de suivre une ville et un acteur, en train de voir voilà comment moi je décris un espace. C'est-à-dire que quand on faisait Paris, par exemple, je sais qu'on réfléchissait à c'était quoi les emblèmes sonores de Paris et qu'on s'aperçoit que l'ouverture de la porte pneumatique d'un bus, si vous demandez à un Parisien, s'il ferme les yeux et vous lui demandez c'est quoi, il dit voilà, c'est un bus. Et donc ça, c'est un bus parisien, parce qu'un bus à New York, ça n'a pas le même son. Et qu'il y a une acuité qu'ont les gens de savoir à quelle image renvoie un son, qui est énorme en fait, hein, et que si vous cherchez un son de fontaine, vous pouvez avoir 1000 sons de fontaine qui vont correspondre à une fontaine. Il y a des fontaines à vase, il y a des fontaines à jet d'eau, et que chaque son va vous décrire de quel type de fontaine il s'agit. Et ça, c'était dans les différents films que j'ai faits, que ce soit à Paris, que ce soit dans des endroits clos, quand on choisit une mise en scène sonore, on choisit vraiment quel son passe en même temps qu'un dialogue ou en même temps que... Donc c'est vrai que je dis tout ça pour revenir à l'évolution technologique où pour moi j'essaye de bêtement utiliser le 5+1 et c'est vrai que c'était en faisant Chacun cherche son chat puis l'auberge espagnole où il y a eu des vraies tentatives pour moi d'essayer des choses par exemple quand on faisait l'auberge espagnole et qu'on faisait des croisements de sons avec les autoroutes là, et c'était pour montrer la confusion qu'il y a dans la tête de Xavier et que lui, il y a la voix off en même temps qu'on passe les sons de voitures qui vont de gauche à droite, qu'il y a l'avant à l'arrière et qu'on essaye que le remplissage des tuyaux ne soit pas que du remplissage, que ça indique vraiment des idées qu'on ne peut pas faire passer en mono. Dans un son mono, on ne peut pas parler de ces choses-là. Donc moi, ce que je trouve excitant dans cette nouveauté technologique, c'est de l'utiliser au profit de la mise en scène, parce que aujourd'hui, oui, on peut faire un film en mono et oui, on peut faire un film en noir et blanc,
Mais personnellement, je trouve ça dommage. Je préfère effectivement me dire, voilà, des gens comme David Lynch ou James Gray, par exemple. Moi, j'ai vu récemment La nuit nous appartient. C'est vrai que quand vous voyez ce que fait l'essuie-glace dans la scène de la poursuite dans La nuit nous appartient, le choix de l'essuie-glace, c'est un élément de mise en scène phénoménal. Et que ça fabrique une émotion. C'est que cet essuie-glace fabrique une émotion. Donc, je trouve que c'est ça qui est fort dans une mise en scène sonore. C'est d'utiliser la technique qu'on a actuellement et de la gérer plan par plan pour qu'elle conduise vraiment une émotion nouvelle. D'accord. Et donc Dominique, quand tu mixes pour Cédric, tu as d'un seul coup, ou Philippe, c'est pareil, vous voyez arriver sur vos consoles, là d'un seul coup, plein de sons intéressants, des ambiances travaillées, des directs, enfin il y a plein d'ingrédients, mais il faut quand même le mettre en forme d'une manière qui serve le film, quoi. Et comment vous gérez ça ? Ça, c'est une question. Oui. Au niveau de la gestion des éléments, c'est, comme disait Cédric tout à l'heure, c'est un travail collectif. Hein. C'est-à-dire que ça a été préparé. Déjà à la prise de son, effectivement, Cyril avait fait une prise de son multicanal, aussi bien sur l'auberge espagnole que sur les poupées russes, que par le monteur son, qui tu m'avais dit que vous communiquiez entre vous, en fait, pratiquement tout le temps. Oui, c'est bien, c'est rare. C'est pas tous les films qui sont comme ça, c'est pas tous les réalisateurs qui provoquent ce genre de rencontres, mais avec Cédric, on s'est vu avant l'auberge espagnole, on s'est vu avant les poupées russes. J'imagine que tu as réuni l'équipe avant Paris. Oui, on se rencontre et on parle, on avait parlé, je me souviens de la prise de son avec Cyril d'ailleurs déjà au moment de l'auberge espagnole. On avait évoqué la prise de son stéréo, multicanal, enfin bon. Non, avant le tournage, hein, je veux dire. On avait évoqué on avait décidé de cette stratégie de prise de son. L'idée d'avoir un premier plan et un deuxième plan complètement décorrélé où on n'entendrait pas les acteurs, quoi. Absolument. Donc tu savais que tu allais te retrouver avec ça. Oui, tout à fait. Sur quoi le travail, c'est du travail quotidien. On essaye, on écoute, on cherche, on propose, on discute, on s'engueule pas. Hein. Non. on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais on s'engueule pas. Et puis on aboutit à un résultat, oui. Donc Cédric, tu suis toutes les étapes du son. Tu vas au montage son, montage des directs, montage des sons, au mixage. Peut-être pas tout le temps, je vais pas au montage en ce qui me concerne, je vais pas au montage des directs, ni forcément au montage son. On se parle beaucoup par téléphone. On se parle surtout aux projections de travail. Il y a toujours un certain nombre de projections de travail. Il y a une première projection une fois que le montage image est à peu près en place. Il y a une projection ensuite de détection qui permet de décider quels sons on va remplacer, quels sons additionnels on va créer. Là, on parle beaucoup, déjà, à ce stade-là, on parle beaucoup du montage sonore. Hein. Il y a l'enregistrement des bruitages que j'essaye de faire le plus souvent possible et qui est un moment aussi très important parce que déjà il y a beaucoup de rajouts de bruitage dans beaucoup de films et en particulier dans ceux de Cédric, et c'est aussi un moment où on se téléphone pas mal avec le montage son, où les idées peuvent venir d'un côté comme de l'autre. Le montage son va demander un bruitage particulier à tel endroit. Moi, je vais appeler le montage son en disant tiens, ce serait peut-être pas mal si à tel endroit on mettait une pendule derrière. Tiens, je me souviens pendant l'auberge espagnole, par exemple, quand il fait la course au papier pour avoir son Erasmus. Enfin bon. Donc ça discute beaucoup, oui. Et puis au mixage, voilà, c'est de la construction. On essaye des choses, on en essaye d'autres. On recommence, ou au contraire, tout d'un coup, il y a une séquence qui marche toute seule. Pour en revenir à l'histoire du multicanal, d'ailleurs, dans les films de Cédric, en tout cas dans ceux que j'ai mixés, il y a des parties qui sont complètement monophoniques. Hein. C'est-à-dire qu'il y a quand il n'y a pas la nécessité de mettre du son partout, on n'en met pas. Hein. Tout simplement. Même pas stéréo, tu fais juste mono, que du central. Même pas stéréo. Une séquence dans une chambre. Oui, ça devient un effet en tant que tel. Une séquence dans une chambre avec le frère de Wendy, là, je me souviens plus comment il s'appelle. Tout d'un coup, William, voilà, merci de me rafraîchir. Il n'y a pas de nécessité d'avoir l'extérieur. Il est dans sa chambre, il est là. On va pas mettre du son derrière, devant, à gauche. Ça n'a pas d'intérêt.
Bon, on n'en met pas, puis voilà. Par contre, quand on a envie de créer le bordel, alors là, oui, on y va. Oui, comme dans la panne d'électricité, par exemple. Je voulais juste citer l'exemple parce qu'il est assez marquant par rapport à ce que tu disais de collaboration. C'est vraiment un travail d'équipe. C'était dans l'auberge espagnole. Le fait que le bruiteur parlait avec Stéphane qui faisait le montage son, qui parlait avec le musicien, Aussi, et que la musique se faisait en cohérence, c'est-à-dire que chacun s'envoyait, alors je ne sais plus par quel biais c'était à l'époque, je ne sais pas si c'était déjà par mail, mais par disque dur, ouais. Mais c'est vrai qu'il y avait un dialogue. Le musicien devait connaître le bruit du train, par exemple, du TGV au début du film, pour faire sa musique de façon à ce qu'au niveau fréquence, ce soit cohérent et que le bruitage se fasse aussi en cohérence, parce que tous avaient la notion de fabriquer une musique ensemble. C'est-à-dire que le montage son, c'est une musique et que la musique ne peut pas se faire contre la musique du montage son, et pareil pour le bruitage. Même chose dans le rêve, dans l'auberge espagnole. Les sons du bruitage, il y a un cheval qui passe. Le bruitage du cheval a été donné aux musiciens de façon à ce que le tempo de la musique soit en cohérence avec les sabots du cheval, et qu'il y ait un passage comme ça de la réalité à la musique, et que ce soit fait en cohérence. Donc il y a besoin vraiment d'un dialogue énorme entre tous ces acteurs-là. Et c'est toi qui le supervises de bout en bout, ou une fois que les choses sont lancées, après ça en fait, c'est moi le lien. Souvent, j'ai besoin de donc dire partout, téléphone-lui. La... Et donc voilà. La post-production son, tu la suis de bout en bout. Oui, en fait. oui. Et d'ailleurs, très souvent, parce que tout se catapulte à la fin, je peux pas être là pendant tout le temps au bruitage, mais je sais que c'est différent quand je suis là et quand je suis pas là. C'est-à-dire que les sons que j'obtiens sont beaucoup plus. Si je dis dans la cage d'ascenseur, il y a des sons de câbles. Si je demande ça à un bruiteur, ça sera très différent si je suis présent quand il fait le son et quand je suis pas là. Donc tout ça donne des couleurs de son, donne des couleurs de sensations, parce que tout ça, effectivement, je suis d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que tout ça est très technologique, mais au fond, tout ça est lié au fait de déclencher des sensations, et que plus c'est technologique et plus on ne parle que de sensations. Et c'est vrai d'ailleurs dans la musique, c'est que plus ça va, plus on parle plus de notes ou de mélodies, mais on parle de sensations ou d'ambiance sonore. C'est assez frappant comment plus la technologie avance et plus on est psychologique dans les dialogues, en fait. D'accord. Philippe, toi de ton côté sur Paris, tu as fait, je crois, avec oui, Cyril. Vous étiez à deux d'ailleurs. On était à deux, donc c'est Cyril qui était le mixeur chef principal. J'étais co-mixeur avec lui. Ce dont parlait Cédric et qui est très important, je voulais revenir là-dessus, que tous les acteurs travaillent ensemble, tous les acteurs du son, les monteurs son, les bruiteurs, c'est dû aux réalisateurs. C'est rare, c'est-à-dire qu'il y a peu de réalisateurs qui font ça, et finalement ça fait les plus belles bandes son. Et ça c'est important avec Cédric, à chaque fois qu'il soit là partout, qu'il fasse parler tout le monde ensemble, etc. Je pense que ça c'est important. Et Cyril Holtz, il arrivait comment dans Paris? Parce que c'est un en mixeur fait, vraiment multiforme. On avait déjà mixé ensemble avec Philippe sur Ni pour ni contre. Ah, c'était la même équipe de mixeurs et comixeurs. Ouais. Ah, je sais pas. Donc c'était côté thriller là peut-être. Oui, c'est ça. Oui. Et ce choix-là. Ouais, je sais plus d'ailleurs comment ça s'est fait, mais je me rappelle plus. Enfin, comment je l'ai rencontré, Cyril. Mais non, là, en tout cas, je voulais revenir sur un souvenir qui est quand même resté très marquant pour moi au mixage de Paris, parce que c'était les dernières heures du mixage. Et il y a eu une discussion qui était incroyable, parce que je crois qu'on était évidemment en dépassement. C'était le dernier jour, c'était censé être la veille, le dernier jour, et on avait empiété. Et donc, on était tous très fatigués. Il était 2h du matin. Et on a abordé ce qui est presque le dernier plan dans le film. Et on a commencé la discussion à 2h du matin. On a dû la finir à 5h. Parce que Philippe Esler, le monteur son, avait prévu tout un montage son. C'est-à-dire que ça correspond à la voiture de Romain Duris qui passe le périphérique. Et donc, il avait fait le son du périphérique avec toute une espèce de traitement du périphérique qui était un peu spécial en spatialisation. Et en référence à un plan que j'ai vu dans Soy Cuba, qui est un film où il n'y a pas beaucoup de son dedans, mais où il y a un moment où le son s'arrête complètement. Et je me suis dit, ça serait bien d'essayer sur le passage du périphérique que le son s'arrête complètement.
Et on a parlé de ça, c'est-à-dire soit on utilisait tout le montage son avec toute cette sophistication que plan par plan, parce qu'il y a 2-3 plans pour ce passage-là, soit on arrêtait tout, et l'effet était tellement fort que finalement ça fait peur à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle on a parlé 3 heures alors que c'était cher et que c'était plus l'heure. Enfin, moi je sais que la discussion qu'on a eue pendant 3 heures, on devait être 5 dans la pièce, pour moi ça reste marquant parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens me parlent de ce moment-là, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un, enfin voilà, il y a un moment qui est très symbolique, c'est quelqu'un qui est proche de la mort, qui traverse le périphérique, et le fait de mettre du son ou pas de son, il y a une implication de la sensation qui est très très différente. Et je vois à quel point je pense qu'on a eu raison de ne pas mettre de son, parce que donc on a coupé le son quoi, pour le passage du périph', et que donc il y a une sorte d'arrêt qui met très mal à l'aise les gens. Le résultat c'est quand même ça. Et que c'est ça que je cherchais. Enfin, je pense qu'il y a à ce moment-là du film, il y a une espèce de trou dans lequel on tombe et qui, pour moi, est une vraie image de la mort et qui est très signifiant à ce moment-là du film. Et que bon, enfin voilà, je voulais juste mentionner ça parce que c'est vrai que il y a un moment où quand on utilise toutes les compétences des gens, après, finalement, on parle de sensations, de poésie et de philosophie, quoi. Peut-être y a-t-il des questions dans la salle ou des remarques ou... Je ne sais pas si tu as un micro dispo quelque part. Oui. Je vais commencer. Allez. Je crois que... En fait, ça ne va pas être une question, mais plutôt une remarque. J'ai beaucoup apprécié le son de l'auberge espagnole et le son de Chacun cherche son chat pour justement retravailler les ambiances sonores des villes. L'ambiance de Barcelone pour y avoir organisé la convention AES, qui est une convention audio il y a quelques années, où en montant sur le toit de la Sagrada Familia, je ne sais pas comment ça s'appelle, où j'ai retrouvé dans le film exactement cette ambiance-là. Donc, comment vous avez procédé? Vous avez fait des samples de sons sur place? Comment ça a été pris tout ça? Finalement, moi je sais qu'au niveau de la mise en scène, c'est pareil pour les images et pour les sons, c'est que je pars de l'observation. C'est vrai que je vois que la Sagrada Familia, c'est en construction depuis 150 ans, et donc il y a des bruits de construction quand on y va, quoi. Et donc c'est très intuitif. C'est vrai que moi, quand je me dis je vais faire le portrait de Barcelone, que si on va à la Sagrada Familia, je choisis que ce son soit audible. De la même façon que dans Chacun cherche son chat, on parle de la destruction du quartier de la Bastille, et donc c'est audible, et qu'on essaye de jouer avec ça, et qu'on essaye de jouer et avec le bruit des grues, et avec le bruit des gravats, ou aussi, parce que je me souviens dans le tout début du film, on entend la batterie d'un voisin, et c'est vrai que dans les ambiances parisiennes, je parlais du son du bus, souvent il y a un son de piano, un son de flûte, voilà, là il y a un son de batterie dès le premier plan du film, si je me souviens bien. Et il s'avère que ce son de batterie devient un personnage plus tard. C'est le personnage de Romain Duris qui joue de la batterie. C'est le voisin de cette jeune fille. Et voilà, c'est le son de la ville pendant un moment. Et puis après, c'est le son de quelqu'un. Et c'est ces petites choses-là, finalement, avec lesquelles on joue. C'est que de la même façon que le son de la grue, c'est le son de Paris, puis c'est le son de l'église qu'on détruit à côté de la maison. Et donc il y a une espèce d'évolution de ce qu'est le son dans l'image. Et c'est vrai que moi j'essaye de faire en sorte qu'il y ait une liaison entre la psychologie du personnage, l'acteur tel qu'il joue un rôle, et quel son il y a. De la même façon que je fais attention au décor. C'est-à-dire que si je filme quelqu'un devant un mur, je me dis que voilà, dans Paris... le personnage de Romain Duris est devant un mur bleu et le personnage de Fabrice Lucchini est devant des murs plutôt jaunes, et que j'essaye de donner une signification à ça, et c'est pareil au niveau du son finalement. En tout cas, c'est très réussi, et surtout ce qui est frappant, c'est d'avoir bien su mixer tout ça, parce que entre prendre un son direct d'une ambiance d'une ville et arriver à le retransmettre à l'image
parce qu'on sait bien, par exemple, dans des bruitages, qu'un vrai bruitage n'est pas forcément bon. Il faut trouver des astuces pour faire sonner plus vrai une porte qui claque qu'une vraie porte. Et donc ça, c'est vraiment chapeau pour ça, quoi. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Oui, d'ailleurs, sur le travail de fabrication de cette ambiance, je m'en souviens très très bien, parce que ça a été un gros boulot, effectivement, parce qu'on avait énormément d'éléments très disparates pour reconstituer cette atmosphère, qu'on a beaucoup fait bouger parce qu'on voulait suivre le vertige de la comédienne, de Chloé, voilà. Non, dans l'auberge espagnole. Ah d'accord. Ah oui, de Judith Godrèche, voilà. Oui, absolument. Et donc, on a énormément fait de mouvements, de panoramiques pour accentuer son vertige. Oui. Enfin, je voulais dire aussi que c'était une chance aussi pour nous. Je remercie encore Cédric aujourd'hui de nous avoir donné une semaine pour partir à Barcelone et refaire des sons, parce que c'est très rare de pouvoir se le permettre. Parce que Cyril avait beaucoup de travail au moment du plateau, il ne pouvait pas non plus assurer la globalité des sons seuls qu'il y avait à faire. Et donc ça, c'était une chance aussi pour nous qu'on puisse recapter et prendre le temps, notamment à Sagrada. On était retourné là-bas exprès pour reprendre de la matière, pour avoir le maximum de choses. Donc ça aussi, c'est quand même très important de donner aux monteurs la possibilité, sur ce genre de film, de pouvoir accumuler des choses. Parce qu'on se retrouve un peu, souvent très juste, au moment où le montage commence, quoi. Voilà. Donc ça, c'est rare. Oui, lors des réunions préparatoires à ce colloque, on avait discuté avec les mixeuses qui étaient là ce matin, et on avait demandé justement, elles avaient l'impression souvent de travailler, elles, de manière complètement sériée, tu vois, séparée des autres intervenants du film, parce que généralement, il n'y a pas une cohésion, une volonté de faire se tenir les choses du début jusqu'à la fin. Et à un moment, on en était venu à se demander si c'était pas le statut d'intermittent du spectacle, finalement, qui est un peu spécial. Avec son... Soit on travaille beaucoup, donc on enchaîne, on ne peut pas prendre une pause pour d'un seul coup se mettre en réserve et avoir du temps sur son projet précédent ou préparer le projet suivant, qui expliquait finalement qu'on arrivait à cette segmentation qui empêchait d'une certaine manière toute fragmentation et toute communication entre les différents intervenants. Et bon, tout le monde trouvait ça dommage. Alors, je ne sais pas si tu es certain que ça soit la seule raison. Il y en a certainement d'autres. Pour moi, c'est pas ça c'est pas la principale en tous les cas. Je pense qu'on essaie de spécialiser les gens beaucoup trop aujourd'hui. Et je pense que Georges Pratt l'a dit tout à l'heure très justement. Je pense que le fait on fait des métiers qui sont artisanaux, quoi. Il faut préserver ça, quoi. À partir du moment où on essaie de trop industrialiser, trop segmenter, trop spécialiser tous les gens, on perd quelque chose. Donc, je pense que ça, c'est pas obligatoirement la raison de fond, quoi. Ça optimise peut-être les coûts en même temps. Oui, je pense que voilà, on est sur une logique qui est trop... Enfin, évidemment que ça a une importance, la finance, c'est bien évident, il faut bien faire les films. Mais je veux dire, si c'est le seul vrai problème aujourd'hui, on va s'écarter quand même de l'essentiel. Donc, il faut quand même prendre en compte que ce côté artisanal, il faut quand même le garder, quoi. Voilà. Je pense que la volonté du réalisateur est extrêmement importante aussi, oui. parce qu'il y a énormément de films dont le mixeur n'est pas choisi alors que le tournage est déjà terminé. Hein. C'est assez fréquent. Souvent, ça ? Ah oui, ça existe, oui. Ah d'accord. Moi j'aurais cru, tu vois, que le Non, réalisateur... les équipes ne sont pas forcément constituées avant tournage, ce qui est absolument important. Il avait son équipe son dans la tête avant même de tourner. Non. C'est pas la règle. D'accord. Je me fais des illusions encore. Mince. Oui, Stéphane, ton statut à toi, ton matériel, il est à toi. Comment tu fais ? Voilà, ça rejoint un peu le problème dont on parle là aussi. C'est-à-dire qu'on a trop tendance encore aujourd'hui à nous imposer des lieux, des outils. Enfin, on nous impose énormément plus de choses qu'avant. Et je pense que ça aussi, c'est dangereux. Je pense qu'il faut aussi... Les gens sont habitués à utiliser certains outils. En général, pour le son, comme c'est assez lourd en montage, on a tendance, en général, nous-mêmes à les posséder parce que c'est plus simple, tout simplement. Oui. Puis tu es maître de ce qu'il y a dedans. Oui, tu es on maître connaît. De ton... Voilà, parce que c'est vraiment de la cuisine. C'est éléments. vraiment le côté artisanal par excellence, c'est de la cuisine.
c'est du bricolage, quoi, hein, mais dans le sens noble du terme. Voilà, donc il faut laisser quand même aux gens aussi la possibilité de s'exprimer avec leurs outils, quoi. C'est important. Et de plus en plus, on a du mal à faire passer ça sur les productions. Donc bon, voilà, c'est un peu dommage. Les lieux, c'est pareil. On nous impose de plus en plus maintenant de travailler à tel endroit, dans telles conditions. Et dans quelles conditions, les meilleurs, hein, on va dire. Voilà. Dans quelles conditions, justement, les pièces dans des salles qui ne sont pas faites pour le son. Oui. Hein, voilà. Donc, c'est on ce que se j'ai retrouve vu dans des souvent, bureaux qui sont faits effectivement pour mettre un ordinateur et écrire un scénario, pourquoi pas, mais pas pour faire du son. Hein. Tu veux dire qu'il n'y a pas de traitement acoustique, il n'y a que dalle, quoi. Bah oui, puis même c'est grave, on ne sait pas ce qu'on entend. Moi, j'étais dans des lieux, je bougeais de 30 cm, je perdais 6 dB sur une des voix. C'est énorme, quoi. Donc, je ne savais pas du tout ce que je faisais, en aveugle. Hein. Donc heureusement, je m'étais construit un lieu chez moi, je pouvais revérifier les choses derrière, mais tout le monde n'a pas la possibilité de le faire. Et puis je trouve que c'est scandaleux, quelque part, de louer aux productions des lieux qui ne sont absolument pas faits pour. C'est pas normal. Ce sont des lieux qui sont récents et qui ont en plus une renommée. Donc voilà, il y a quand même des problèmes à soulever par rapport à tout ça. Et tel que ça fonctionne là, tu pourrais pas dire, le montage de ce film, je le fais chez moi. Tout dépend de la relation. C'est vrai qu'avec Cédric, il y a une grande liberté par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il laisse aux gens la possibilité de s'organiser comme ils l'entendent. Alors, évidemment, on rentre dans l'enveloppe. Le but, c'est quand même de faire que ça soit cohérent. Mais cette liberté-là, elle est préservée. Donc, c'est quand même une volonté avant tout. C'est pas qu'une question d'argent. Voilà. Je pense qu'il y a des productions qui pourraient très bien aussi nous laisser plus de liberté et ça coûterait pas plus cher. Donc voilà, je crois qu'il y a une volonté aussi parfois de trop canaliser les gens dans des directions. Je pense que c'est dangereux. Et au mixage, alors qui choisit les lieux ? Philippe et Cyril, c'était vous qui avez choisi à ce moment-là à deux, on nous demande un peu où on veut mixer, la production, mais ça reste des lieux qui sont un peu toujours les mêmes. Il n'y en a pas énormément. Et pour même très peu. Et donc on se retrouve toujours un peu dans les mêmes auditoriums. Donc la SIS, Joinville ou Boulogne, le fameux trio, quand tout va bien. Et encore. Voilà, donc on choisit, mais c'est un peu choisi par tout le monde. En fait. D'accord. Et Cyril, tu te fais l'avocat auprès de la production, parfois, de l'ingénieur du son ou du monteur, pour lui donner plus de liberté, plus de moyens. Bon, on a parlé de la semaine, c'est vrai que j'avais oublié ça, la semaine de prise de son supplémentaire. Ouais, mais c'est vrai qu'il y a tout le temps des choses comme ça. J'ai l'impression qu'effectivement, en tournage, souvent, enfin avec Cyril Moisson, donc j'ai besoin d'aller dans son sens. Par exemple, sur la scène dont on a parlé là, dans Paris, de prise de son des musiciens, c'est vrai que la mise en place, pour qu'on veut que ce soit bien fait, elle est un peu chère avec la notion de playback, avec la notion de plein de micros sur place, d'une oreillette pour les musiciens et pour le chanteur. Donc c'est sûr qu'il y a un coût à discuter avec le directeur de production. Et là, oui, j'ai besoin d'être là pour que ce soit pas juste Cyril Moisson qui dise j'ai besoin de ça, quoi. Oui. Donc, après, c'est une discussion avec la production, avec le directeur de production, qui choisit si, dans la volonté de mise en scène, si on a l'argent pour le faire ou pas. Et c'est toujours un calcul, quoi, entre la volonté poétique et les moyens. On est toujours en train de balancer entre les deux, quoi. Et non, ça c'est toujours le cas. J'ai l'impression, il y a un autre exemple aussi dans Les Poupées Russes, quand il est dans la boîte de nuit, quand le personnage de Romain Duris est dans la boîte de nuit, et qu'il y a une espèce de discours sur les baffles dans la boîte de nuit qui diffuse du grave, là. C'était assez compliqué à filmer, ça. Et pareil, alors c'est un cas de figure où là aussi, il faut que le musicien soit en cohérence avec le bruiteur et en cohérence avec la prise de son. Enfin, il y a vraiment besoin de réunir beaucoup de gens pour que l'effet sonore qui ensuite au mixage, parce que c'était très compliqué à mixer, je ne sais pas si tu te souviens, parce que là on est en train de parler des basses et donc on est en train d'utiliser les basses du cinéma, de voir que dans certains cinémas ça passe très mal parce que les basses passent très mal dans le cinéma, et que du coup là aussi on est obligé de faire des compromis sur le fait que voilà, il y a une métaphore qui est vraiment clairement liée au battement du cœur. Et d'essayer de mettre en rapport le battement du cœur avec les battements de grave des infrabasses, de voir comment cette idée-là peut passer techniquement. C'est vraiment là, on est en limite de la technique, quoi. Oui. Des questions dans la salle ? Je crois qu'on arrive au terme de cette
première partie. Merci à toi. Okay. Merci à Cédric et à son équipe. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que nous avons Laurent Zelig? Ah, voilà. Chic. On l'attendait ce matin. Oui. Et nous aurons aussi Philippe Candrieux, Catherine Jacques et Jean-Paul Mugel pour le film suivant. Bonjour. Alors Laurent, il avait su qu'il y avait le colloque là, qui se préparait, et il nous a envoyé un mail, et j'avoue que j'ai découvert à cette occasion l'association, la structure qu'il a d'ailleurs créée, ou comment ça se passe? Vous étiez plusieurs, oui. Et donc j'ai découvert, il y a un super site web avec un forum où plein de gens s'expriment sur le son au cinéma, mais pas qu'en cinéma, d'ailleurs c'est plus large que ça. Alors tu peux nous présenter un peu l'AFSI et... Oui, on a donc monté, certains savent déjà parce que certains dans cette salle sont déjà membres, on a donc monté l'association française du son à l'image il y a maintenant 2 mois. On regroupe et on fédère tous les intervenants du son à l'image, de la prise de son au mixage. Donc il y a des monteurs son, des mixeurs, des ingénieurs du son direct et aussi des gens du broadcast et de l'ENG. Alors voilà, on démarre maintenant. On a un certain nombre d'ateliers, de conférences, de débats qui vont commencer. On a la semaine prochaine, par exemple, grâce à Gérard Lambs et Jean-Paul Loublier qui étaient là ce matin, un atelier avec Gérard Lambs sur le traitement des paroles qui est ouvert à tous les membres de l'AFSI. Donc voilà, le mois prochain, des ateliers sur la technologie DHF, sur le multicanal. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à discuter ensemble. C'est ça l'origine de l'association, c'est que tout le monde puisse discuter ensemble, puisse transmettre les savoirs. On a de plus en plus besoin de ça, que les gens du direct discutent avec et échangent leurs connaissances avec les gens du montage son, avec le mixage. Donc voilà, maintenant on grossit, on a dépassé la 100aine de membres. Tous les jours des nouvelles adhésions et voilà, nous vous attendons tous avec les bras ouverts pour grossir le nombre des adhérents. Nous accueillons aussi des partenaires, bien sûr. On va fonctionner avec les entreprises du milieu et donc nous accueillons aussi les bras ouverts toutes les entreprises qui voudraient participer à cette aventure. Voilà. En quelques mots, ce qu'est cette association. Merci. Et sur les forums, on croise des contributions de gens comme William Flageolet, Steven Gouty ou comment il s'appelle, François Groux, j'ai vu, et quelques autres, un peu dans tous les domaines, aussi bien le montage qu'un état des lieux des auditoriats. On apprend plein de choses. Alors, merci à toi, Laurent. Alors, je ne sais pas où sont les participants suivants. Philippe Gandrieux, Catherine Jacques et Jean-Paul Mugel. Bonjour. Donc tu es Philippe, d'accord. Jean-Paul donc, et Catherine. Ensuite. Je ne suis pas sûr si on a même les étiquettes déjà, c'est génial. Donc l'idée de cette table ronde, de cette deuxième partie de table ronde, c'est aussi de parler des films, de la manière dont vous les concevez, de la place que le son y occupe.
et de la façon de les concrétiser et de permettre finalement à ces films d'exister et de se faire de la manière dont ils nous arrivent, voilà, et dont on les désire et dont on les apprécie. Je sais que le cinéma de Philippe est connu pour... Il y a sur lequel La Vie Nouvelle, je crois, on démarre. Il est présenté comme une expérience sensorielle. Et j'aime bien cette idée-là de s'évader peut-être d'un cinéma un peu traditionnel et d'aller s'immerger dans un autre monde, quoi, où peut-être les lois habituelles n'ont plus cours par moment, et même souvent dans le film, même s'il reste du son direct, même s'il reste des bruits qui prennent parfois des importances incroyables, il y a aussi des parties où on part carrément dans un autre monde, quoi, et ça laisse beaucoup de... Il y a beaucoup de... Pour ceux qui n'ont pas vu les films, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'image, des déformations, des trucages. Enfin, je n'ose pas utiliser ce terme, mais c'est pas des trucages du tout. C'est autre chose. C'est vraiment autre chose. Et moi, j'apprécie beaucoup. Et sur le son, bah, c'est pareil. On est sans arrêt désorienté. Enfin, il faut vraiment se laisser faire, quoi. Alors, Philippe, comment ça se passe concrètement, quand tu pars dans un film comme La Vie Nouvelle, par exemple? Ça, c'est la question. Où on a une histoire, quand même, mais le traitement en est extrêmement personnel, quoi. Moi, j'ai l'impression que rien n'est séparé. Enfin, le son... tout ça, l'image, rien n'est séparé. Il n'y a pas comme ça des étapes. C'est un seul geste et il s'agit de le porter. Et le cinéma, il est l'accomplissement de ce geste. Alors ensuite, qu'il y ait du son, de l'image, de la lumière, des cadres, des acteurs, des décors, une histoire, un scénario, des producteurs. Surtout, cette place-là est décisive parce que elle permet justement au geste d'être joué, quoi, d'être entendu, quoi. Mais j'ai du mal à parler, si vous voulez. Je suis désolé de la dimension comme ça Je crois que c'est pas séparé, c'est pas découpé, c'est pas... Il n'y a pas de corporatisme dans le cinéma, quoi. Ou alors s'il y en a un, c'est que le cinéma est affaibli. Quand Artaud parle du cinéma, il ne parle pas d'un cinéma comme ça, qui s'organise dans des savoir-faire. Voilà, je sais pas, je suis un peu... c'est compliqué, quoi, de remonter la pente. De remonter la pente vers quelque chose qui nous fera entendre où est justement précisément la question du son. Alors, voilà, mais c'est délicat. Je voulais juste préciser que votre venue n'est pas du tout, comment dire, et beaucoup moins hasard, entre guillemets, que Cédric Lapiche. Pourquoi ? Parce que quand on a travaillé sur ce colloque, plusieurs personnes du CNC à des ingénieurs du son, etc., nous ont parlé de vous comme quelqu'un qui mettait en avant... Tout le monde s'intéresse au son. Tous les réalisateurs de cinéma s'intéressent au son, travaillent avec le son. Bien sûr, comme vous dites, c'est un geste. Mais vous, on nous a dit, et quand on voit vos films, comme dit justement Franck, c'est une expérience sensorielle, et c'est vrai, on nous a dit, c'est d'abord et avant tout le son. Et il y a quelque chose, et au niveau par exemple du scénario, et on a pensé aussi, c'est pour ça que Catherine, votre productrice, est à côté de vous, parce qu'on a dit, aujourd'hui en France, par exemple, quelqu'un qui va accorder plus d'importance dans l'écriture de son cinéma, dans la manière de le penser au son, bah c'est peut-être beaucoup plus difficile, en particulier pour votre productrice, d'aller trouver des sous, parce qu'on ne sait pas le lire ou qu'on n'en a pas encore la culture en France. Et voilà.
une autre façon de vous parler du son. Bon, on peut essayer autrement. Non, mais comment vous dire, quand on écrit, c'est toujours la même. Ce que j'essaye juste de vous dire, peut-être maladroitement, mais c'est que le film, il commence dès qu'il est pensé. Il n'y a pas de cinéma plus. Le cinéma ne s'exécute pas ou ne se réalise pas. Il n'y a pas à un moment donné, on fait le film, puis à un moment donné, on le penserait, on l'écrirait, on le produirait. Il est là, le film. Donc la question du son, effectivement, elle est décisive, mais elle est décisive comme la question du rythme de l'écriture, de comment les scènes arrivent, de comment le film se met petit à petit à être à l'intérieur de vous-même, de telle sorte qu'ensuite on puisse juste l'entendre. Voilà, c'est ça que j'essaye de vous dire. Mais bien sûr que le son, c'est décisif à plein d'égards et à plein d'endroits. Et bon, le travail avec Jean-Paul ou avec d'autres, genre du son. Mais je pense qu'il faudrait qu'on l'entende dans un processus plus large. Voilà, c'est ça, dans un chemin plus large, plus. Parce que le film, par exemple, quand on commence à écrire, si on écrit, je ne sais pas, si par exemple on écrit déjà un extérieur jour, cuisine de Paul, moi je fuis. C'est-à-dire que j'ai plus de cinéma possible si j'entends ça, quoi. Ça me dégoûte. Il y a un écœurement absolu dans cette manière de penser la façon d'écrire le film, de se saisir du film. C'est abject. Intérieur cuisine de Gérard. Alors on voit tout le bazar, l'intérieur cuisine, le décorateur qui va vous dire mais alors comment on fait pour que c'est du sens, sa cuisine, on mettra la petite pendule qui fait que je sais, tout va avec. Et après on a un cinéma à genoux, un cinéma affaibli à genoux, sans puissance poétique, sans désir, sans énergie, sans vitalité, sans brutalité, sans sauvagerie. On a un cinéma qui n'existe pas, qui accomplit cette petite besogne régulière de raconter la petite histoire avec le minimum d'émotion garantie. Oh, c'est dégueulasse. Voilà, c'est tout. Non, mais je suis en plein dans un truc. C'est très difficile pour moi de venir parler comme ça parce que le cinéma demande autre chose, un autre geste. Je sais pas. J'ai pas la prétention de l'accomplir ou d'arriver à l'accomplir. Je pense que c'est juste plus grand. Et que c'est plus grand partout, c'est plus grand quand je travaille avec Jean-Paul ou avec Catherine, voilà, c'est. Mais je vais vous laisser parler parce que. Oui, Jean-Paul, tu interviens à quel moment du film? Maintenant. Non, bon, moi j'interviens pendant le tournage. Oui. Ça semble évident. Pas pendant le montage, ni bon, je peux passer, je reste au courant, je suis le film après, mais bon, en général, souvent je suis sur un autre tournage, donc je ne suis pas libre au moment du mixage. Et sinon, bon, avec Philippe, je vais raconter un peu plus comment ça se passe parce qu'il est très très spécial en tournage. D'abord, bon, il cadre ses films, et puis il a besoin de se mettre justement en situation, donc il avait la musique du film qui a été écrite avant par le groupe Étant Donné. Et donc, il fallait lui diffuser de la musique très, très fort sur le plateau. Et il tournait comme un lion en cage sur le décor. Et tout à coup, il disait, on y va, il prenait la caméra et il tournait. Bon, moi, je ne pouvais pas faire de son parce que moi, je pouvais enregistrer que la musique d'Étant Donné. Et donc, j'attendais, je le laissais aller comme ça. On faisait 3-4 prises. Tu ne pouvais pas être dans le film, mais ça faisait monter un peu la tension et ça a évolué beaucoup sur le jeu des comédiens. Et à un certain moment, je lui disais, ça y est, Philippe, là, je crois qu'on peut y aller. On en fait une, on coupe la musique. Et à ce moment-là, on arrivait à faire du son, et donc il me faisait confiance par rapport à ça, et pouvoir arriver à avoir ce que je voulais au point de vue son. Mais c'est très spécial, et bon, je sais qu'il y a d'autres ingénieurs du son qui ont été complètement perdus à l'idée de ne pas pouvoir travailler. Ils prenaient ça comme une vexation personnelle. Alors, bon, je voyais que c'était comme ça qu'il pouvait approcher son travail. Voilà,
très spécial dans le sens où, effectivement, par rapport à la norme, on se dit on doit faire du son, chute, silence, moteur, ça tourne. Voilà, c'est ça le cinéma. Apparemment, avec Philippe, ça se passe pas comme ça. Non. Et pourtant, il y a de l'image, il y a du son, et il y a des gens qui font leur travail. C'est-à-dire là, en l'occurrence, Jean-Paul qui fait son travail d'ingénieur du son, et il prend du son, et il fait des prises de son. Il y a juste à la différence, c'est que avant de partir dans la grande aventure, quand Philippe parle du geste, c'est un geste unique et tout le monde ensemble. Et ça, on l'a bien compris, on est tous bien d'accord, que ce soit moi la productrice ou le stagiaire régie au dernier point, quand on va sur le film, le premier jour à la première minute de tournage, on fait tous le même geste. Et si on réussit ce geste, on réussit le film. Et ce que disait Jean-Paul, c'est qu'il n'attend pas que Philippe fasse sa musique, son cirque et tout ce qu'on veut. On s'en fout, ça n'a aucune importance. Moi, je mange des M&M's quand je fais des devis, par exemple. Ça m'aide. Bon, Philippe a besoin d'écouter de la musique quand il tourne. Peu importe. Seulement, Jean-Paul, il fait son son. Et Philippe sait que Jean-Paul fait son son. Et il s'en fiche parce qu'il sait que Jean-Paul fait son son. C'est tout. Comme il sait que son opérateur fait son image, sa script fait sa script, que tout le monde fait ce qu'il a à faire. Et voilà. Et le soir, on a fait notre journée. On sait qu'on a tourné ce qu'on avait à tourner. Et on reprend le lendemain. Et on filme comme ça. C'est une danse, quoi. Et on est joyeux, on est heureux, on vit pleinement. On n'est jamais autant vivant quand on est en tournage avec Philippe Grandrieux. Voilà. Et donc, c'est pas spectaculaire dans l'idée de faire un film. Enfin, je veux dire, c'est évidemment n'importe qui arrive et voit ce... Mais on bouge beaucoup, on court, mais simplement, voilà, on travaille. Il n'y a pas de... Voilà, c'est pas plus particulier que ça, quoi. Et ça produit, alors pour répondre à la question qui était soulevée tout à l'heure, je ne suis pas une productrice de bande sonore du tout. Je produis plusieurs films, plusieurs types de réalisateurs. Bon, avec Philippe, c'est comme ça que ça se passe. C'est quelqu'un, moi quand je lis son scénario, quand il me raconte une histoire ou quand il me dit voilà ça, ben, j'entends déjà tout, je vois et j'entends. C'est indissociable. Je suis pas en train de me dire oh là là, il va falloir que je produise la bande son, plus d'argent pour ça. Ça marche pas du tout comme ça. Il me raconte une histoire. Après, il fait tout ce qu'il a à faire pour être à peu près prêt à avoir envie de faire son film. Et quand il est vraiment au point, je transcris ça avec des chiffres. Je l'appelle, il vient s'asseoir à côté de moi, on regarde ça ensemble, on se regarde dans les yeux, on tape et on fait. Je veux dire, c'est aussi simple que ça, quoi. Il n'y a pas de questionnement sur... il n'y a pas plus d'importance au son qu'à l'image, qu'au costume, qu'au maquillage, qu'au décor, au champagne qu'on va boire le soir si on en a envie. Enfin, tout est aussi important et ça ne fait qu'un. Voilà. C'est une drôle de façon de parler du son. Oui, d'autant que les sons que tu rapportes du tournage ne sont qu'une base, en fait, le plus souvent. Ils sont extrêmement retravaillés après, soit dans leur substance même, soit dans les différents mélanges. Oui, mais bon, c'est-à-dire que Philippe aussi m'envoyait sur certaines pistes. Il voulait faire une recherche un petit peu sur trouver une élocution un peu différente, un truc un petit peu étrange. Et donc, on avait eu l'idée d'aller, je crois que c'est Philippe qui m'avait indiqué ça, d'aller dans une école pour sourds-muets. Et je suis allé enregistrer plein de sons comme ça dans cette école pour essayer de trouver ces intonations que personne ne pouvait prononcer. Et bon, je suis allé aussi dans les zoos, dans un zoo à Sofia, pour enregistrer des animaux en train de dévorer. C'était des lions au moment du repas. Et j'ai eu des sons incroyables comme ça, de mastication. Pour les scènes à la fin du film C'était pour les scènes infrarouges, je pense. Oui. C'est ça. Avec la caméra thermique. Ouais. Voilà. D'accord. Mais non, mais ce que vous... Oui, c'est ça. Tu as très bien décrit, Catherine, la manière dont on travaille. C'est-à-dire qu'on met les énergies, là où on sent qu'elles sont justes, quoi, qu'elles nous paraissent pertinentes, quoi. Pour le dernier film, pour Un lac, par exemple, j'ai mis beaucoup de temps pour trouver les acteurs et le décor, mais... ça peut paraître invraisemblable tout d'un coup, quelqu'un qui va en Finlande, ensuite en Norvège, en Suède, et puis finalement non, on va se retrouver en Suisse. Et en fait, c'est un cheminement à la fois physique, concret. On prend des avions, on va voir des gens, on fait des castings. C'est un cheminement concret, c'est un cheminement dans le temps, mais c'est aussi un cheminement psychique, mental, qui permet de s'approcher
d'un objet qui est un film qu'on ne connaît pas, que personne connaît, dont on a une intuition très grande, et qui est entre nous tous comme une sorte de possibilité, quoi, d'existence, et que petit à petit on met à jour, quoi. C'est pour ça que la question du cinéma, elle est tout le temps, pour ma part, je pense qu'elle est toujours trop pensée ou trop conçue, pas là où finalement les véritables choses sont en jeu, quoi, où les choses sont véritablement engagées, aussi bien par rapport à l'histoire, par rapport au récit, par rapport à... Il faut attaquer la chose de toutes parts, quoi. Je ne sais pas si vous voyez Rodin sculpter, il ne se dit pas, tiens, je vais faire la main, puis ensuite... non, il a le bloc, il tape, quoi. Paf, 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 paf. Et puis ça se dégage, hein. Et puis les éclats de marbre dans sa barbichette, comme ça, paf. Ça le poudre. Et il tape le marbre, voilà. Et puis petit à petit, il y a une main qui apparaît, mais c'est bien plus qu'une main. Ce qui apparaît, c'est bien plus qu'une main. Ce qui apparaît, c'est le désir qu'il a infini pour les corps, c'est le désir infini et la brutalité qu'il a en lui. Et c'est ça qui apparaît dans le marbre. Une main, on s'en fout. Donc que ça soit ça ou autre chose, c'est pas la question. Et on a l'impression que le cinéma, il est là à avancer comme un âne et qui voit pas justement que c'est plus vaste, que les questions sont plus vastes. Et que s'il s'agit de filmer une main, il s'agit de la filmer justement de telle sorte que voilà. C'est compliqué. Mais dans le cas de Rodin, c'est toujours Rodin du début à la fin. Là, c'est lui qui avait une idée. Mais c'est toujours le metteur en scène du début à la fin. C'est toujours le metteur en scène du début à la fin. Et c'est le fruit d'un travail collectif. Non. C'est le fruit d'un travail collectif et pas d'un travail collectif. Dans l'idée du travail collectif, il y a une idée bien pensante, politiquement correcte, du partage. C'est pas ça le cinéma. Voilà. C'est des amitiés fortes, c'est des amours. Des amours, c'est très grand, immense, qui portent la vie. Mais c'est pas quand on agit, quand on est avec son film, quoi. Alors chacun est avec le film à des postes différents. En ce sens-là, il y a une communauté, voilà. C'est plus un travail de la communauté qu'un travail collectif, quoi. Donc, avec la notion d'acceptance des idées des autres. Oui, voilà. oui, parce que c'est pas dans une hiérarchie de l'autorité. C'est pas une place comme ça de la souveraineté qui ferait qu'il y aurait une sorte de metteur en scène. Non, c'est pas collectif. C'est quelque chose d'un sentiment d'une communauté, quoi, d'une communauté qui tourne, quoi. Mais voilà. Mais par exemple, quand on tourne, on voit bien que chacun est à la fois à sa place, indispensable, et en même temps, c'est comme un seul et même mouvement, c'est un seul et même corps qui travaille. C'est un seul et même geste, encore une fois, qui s'accomplit. Que ce soit avec les acteurs, mais même avec les arbres, même avec le ciel, même avec la neige. La neige, elle est là comme le visage, et comme l'ingénieur du son, et comme la caméra l'est. C'est une seule question. Pourquoi on veut constamment diviser, organiser voilà. Il y a quelque chose là-dedans, d'un affaiblissement de la possibilité de l'acte. Dans cette conception. C'est un autre... voilà. Oui, j'essaie. Et je suis aidé, bien évidemment. Alors là aussi, les relations que j'ai avec Catherine sont très particulières. Elle a sans doute des relations particulières avec moi, mais moi, c'est réciproque. C'est-à-dire qu'on a une relation de... C'est pas seulement d'amitié ou de confiance. On a comme une... Elle n'est pas une productrice qui vient me dire je sais pas quoi, bon alors on a dépassé ou je sais pas quoi, ou alors... ça serait pas possible. Ça serait pas possible. Et puis surtout quand, par exemple, Sombre, le début de Sombre, Catherine voit les premiers rushs, donc première journée de tournage, c'est envoyé chez Éclair à Paris, ça revient, on était à Saint-Étienne, elle voit les rushs,
Et avec une lettre d'éclair disant qu'il fallait faire jouer les assurances. C'est vrai, hein. Bon, elle me connaissait pas bien, Catherine, à ce moment-là. Elle m'a dit, t'es sûr de toi? Je lui ai dit, c'est ça l'image. Elle me dit, on continue. Donc, et ça, justement, si j'avais eu une productrice ou un producteur qui me disent, non mais t'es complètement taré, quoi. Tu exposes ta pellicule 2 diaphes en dessous. C'est-à-dire qu'on tournait quand il y avait marqué error sur la cellule, à certains moments. Sabine, elle était là, oh, error, très bien. C'est bon, on tourne. Mais si Catherine n'avait pas, je sais pas, eu cette intuition, elle est très intuitive, Catherine aussi. Donc si elle n'avait pas eu cette intuition qu'on pouvait faire quelque chose ensemble, mais le film, il sera arrêté 2 jours plus tard. Parce qu'ils nous ont vraiment emmerdés chez Éclair. Parce qu'ensuite, il a fallu que... Oui, non, mais c'est vrai. Parce que moi, je voulais qu'on me tire mes roches exposées comment j'exposais, sauf qu'il les rehaussait en lumière. Donc je voyais des trucs clairs. C'était hallucinant. Je voyais des trucs... Je me disais, mais c'est pas possible. Et je voyais bien qu'on tournait au diaph que je voulais. Et l'étalonneur... Alors après, il a fallu décaler la machine d'étalonnage et on a viré l'étalonneur. Parce que l'étalonneur, voilà. Il m'en souviendrait toute ma vie. Il m'a dit, on peut pas faire ça. Je lui ai dit, mais ça veut dire quoi, on peut pas faire ça? Quel sens ça a? Juste, on peut pas faire ça. Oui. Voilà, et pour vous répondre sur cette question de l'intuition, et puis il y a d'autres personnes très très importantes qui me sont proches. J'ai l'impression, avec l'âge, que je commence à avoir avec moi, autour de moi, voilà, et une autre personne qui m'est extrêmement proche, qui est décisive dans mes films, c'est Françoise Tourmen, c'est la monteuse avec qui je travaille, quoi. Oui, parce que ce qui naît sur le plateau, on sent dans vos films, au montage, vous retrouvez cette liberté. Vous pouvez aussi. Ah, complètement. Ouais. Vous permettre d'en mettre en cause complètement. Ah bah tout. Ouais. Et puis ça dépend. Par exemple, sur La Vie Nouvelle, moi je tournais sans arrêt. Donc j'ai tourné. Je tournais en 35 et puis je tournais en DV aussi. Donc il y a 80 heures de DV dont on n'a pas monté une seule image. Et moi je trouve ça formidable, quoi. Aussi l'idée de la dépense, quoi. De la dépense nerveuse, pas de la dépense. Bon. Bien sûr. DV, ça ne vaut rien du tout. En plus, t'as bien. Non, mais tout ça pour vous dire, voilà, on commence, on travaille, c'est un geste, il s'accomplit de ces manières-là, multiples, mais en même temps précises. Sur La Vie Nouvelle, par exemple, je cadrais, je voulais pas voir les roches. Donc c'est Françoise qui voyait, qui a commencé à monter le film pendant qu'on tournait à Sofia. Et j'ai pas vu une seule image du film. Je voulais que le film me reste dans l'œil, quoi. Et ça, c'était la première fois que vous faisiez comme ça? Pour Sombre, je voyais les roches. Pour La Vie Nouvelle, j'ai pas vu. Pour Un lac, je voyais les roches. Mais pour Un lac, je faisais le cadre et la lumière aussi. Donc je voulais pas qu'il y ait... Je voulais pas qu'il y ait de séparation. Voilà, je voulais pouvoir tourner sans attendre qu'on mette une ampoule ou je sais pas quoi. Donc, vous gardez de la liberté. Oui, parce que c'est de la blague. C'est ça qui est terrible. Comment étant donné vient dans le film? Pardon? Alors, comment étant donné vient dans le film? Vient s'insérer dans le film? Le son, alors étant donné, ils étaient là quasiment dès le départ, parce que moi j'avais, via Nicole Brenet, elle m'avait montré les films d'Étant donné qui sont absolument magnifiques. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de les voir. Du cinéma expérimental, bon, mais très très beau. Et ils ont fait aussi du son, de la musique. Et on s'est senti des affinités, on est rentré en contact. Ils ont fait la bande son, une bande son. En tout cas, ils m'ont envoyé du matériel son. J'ai tourné avec ce son. Jean-Paul mettait le son. Oui, à partir du scénario, comme ça. Voilà. La relation. Et puis, comme le dit très bien Jean-Paul, donc il y a des moments où il y avait le son sur le plateau tellement fort que tu ne pouvais pas enregistrer d'autres sons. Puis ensuite, on s'arrêtait. Mais Jean-Paul a fait un travail magnifique de son sol invraisemblable, quoi. Des sons de chiens, d'aboiements dans les forêts. C'était vraiment... Ces sons-là avaient déjà une dimension poétique extrêmement puissante, quoi. Et puis ensuite, au moment du montage son, ils sont venus, étant donné... Et là, pendant 15 jours, ils ont recomposé les nappes sonores en fonction du montage son et du montage image. Donc c'était des allers-retours comme ça entre le son, la musique et les... Donc ils ont fait les nappes, ils ont fait aussi les parties plus rythmiques,
les choses dans les boîtes de nuit avec la barre ils ont fait et tout ça aussi. Ce qui est un travail terrible là-dessus aussi. Et le son du début, quand on le retrouve après, il évoque énormément de choses. C'est comme le son des ciseaux sur les cheveux de couteau. De couteau. Ouais, du couteau de guerre, oui, absolument. Sur les sous de l'actrice. J'ai jamais entendu un son qui me faisait autant grincer des dents, quoi. Ça, c'est Jean-Paul qui avait fait le son, la prise de son des cheveux, et avec ses propres cheveux. Vrais cheveux. Oh, d'accord. Mais non, voilà, et pour un lac, par exemple, il n'y a pas du tout. Le travail du son a été d'un autre ordre, mais chaque film amène chaque film est un autre geste, un autre. Mais dans celui-là, il y a aussi, dans La Vie Nouvelle, il y a également des passages où on a des sons qui, au contraire, m'ont semblé, moi, complètement naturels. Enfin, pas rhabillés, pas bidouillés derrière. Et du coup, ils prennent un relief complètement différent. Je pense à des sons de train, je crois, vers la fin, ou des choses comme ça, où d'un seul coup, on nous revoilà dans... Tramway. Et d'un seul coup, on se retrouve dans un monde qui n'est pas celui dans lequel on est depuis le début. Et du coup, ça prend un relief, évidemment, assez énorme, quoi. Mais c'est pas un truc. Non. Parce que c'est pas artificiel. C'est dans la lignée, voilà. C'est pas pensé pour ressortir, quoi, pour être... C'est pas assujetti, si vous voulez, à une idée. Voilà. C'est pas assujetti à l'idée qu'on va faire une séquence qui fera je sais pas quoi. Voilà. Et donc il n'y a pas d'assujettissement du son, ni de la lumière, ni du décor, ni des costumes, à une expression psychologisante du réel ou de la réalité. Ce qui m'importe, c'est le réel, pas la réalité. Voilà. Si vous voulez, c'est la distinction, elle se fera à cet endroit-là. Qui a mixé d'ailleurs? C'est Olivier de. Non, c'est Stéphane Fontaine. Olivier Dehue, c'était Sombre, et c'est Stéphane Fontaine. Ouais. Pour La Vie Nouvelle. Non, le mixage. Stéphane Thiebaud, pardon. Stéphane Thiebaud. Oui, qui a failli venir en plus. Oui. Et Stéphane Thiebaud qui a fait aussi un lac. Stéphane Fontaine, c'est la lumière. Et lui, il avait des éléments qui étaient déjà relativement figés, ou il y a eu encore une... Pour le mixage? Oui, il y a une possibilité que vous avez encore recréé, retravaillé le son à la console. Oui, absolument. Mais Stéphane, il est présent dès le début, tout à l'heure. Pareil que Jean-Paul. Voilà. Là, c'est pareil. Je veux dire, tout le monde est là avant que le tournage ne commence. Et donc, après, chacun s'organise. Une fois qu'on a bien compris ce qu'on allait faire tous ensemble, Philippe, il a quand même le talent de faire en sorte qu'on soit tous au top de ce qu'on est capable de faire. Ça, c'est la chose qui nous est donnée avant qu'on commence à tourner. Pardon. On l'a refait. Je ne sais plus de quoi on parlait aussi, sur quoi j'étais partie là. Donc je parlais de Stéphane Thiebaud, voilà. Je disais que c'est comme dans le cas des équipes de Cédric Lapiche tout à l'heure. Tous ces gens-là sont présents avant même qu'on commence à tourner. Et pour en revenir un peu sur ce que disait Philippe tout à l'heure, sur le fait que c'est pas un travail d'équipe et tout ça, c'est juste une confiance qui est donnée à tout ce petit monde qui est autour de nous. Parce qu'en fait, quand on travaille avec lui, moi, je me sens la plus grande productrice du monde. Je pense que tu te sens le plus grand ingénieur du monde. Je pense qu'on est tous capables de donner ce qu'on a de meilleur en nous, tout simplement parce qu'il nous fait une confiance totale. À aucun moment, il vient vérifier, machin. Écoutez, si Jean-Paul dit à Philippe, c'est bon, Philippe sait que c'est bon. Si moi, il me regarde du genre, je peux encore continuer ou pas, et je lui fais un regard suffisant pour lui dire, c'est bon, on est calé, quoi. Donc, c'est facile de travailler comme ça une fois. Mais le plus compliqué, c'est d'arriver à se caler, quoi. Voilà, en fait, c'est ça le truc au démarrage. Je crois qu'on arrive au terme du temps qui nous est consacré. Y a-t-il des questions encore? Non? Je crois qu'on a une projection derrière, c'est ça? Merci. Oui, alors merci à tous les intervenants, aux réalisateurs, producteurs et techniciens qui sont donc venus pendant toute cette journée passionnante. Quand les hommes du son sortent de leur silence, finalement, ça fait quand même pas mal de bruit, comme vous avez pu remarquer.
Alors, je vous propose d'assister pour clôturer donc, ce 9e colloque de l'industrie du rêve à une projection d'un documentaire de 30 minutes sur le son de David Lynch. Donc, je vais tout de suite appeler Elio Lucantonio, le réalisateur, et Mickaël Souhaité à venir me rejoindre parler de leur film, puisqu'ils ont eu la chance de rencontrer David Lynch, qui va dans ce reportage parler du son. Elio et Mickaël. Oui, bravo Franck. Oui, je crois que vous pouvez saluer tous les intervenants. Merci à Philippe Grandrieux et à sa radicalité qui fait du bien, finalement. Est-ce que sort un lac quand même? Oui. Alors en février dans les salles pour voir ce film. Merci. Oui, alors Sombre, évidemment, et La vie nouvelle, que vous trouvez en DVD. Merci à Catherine et merci à Philippe. Ah bon, non, mais attendez, il faut dire tout, parce que si vous ne connaissez pas ces films, c'est le moment de le découvrir. C'est quoi le site? C'est quoi? Grandrieux.com. Ah bon, c'est ça. Il y a des images, il y a tout dessus. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elio et Mickaël, je vous invite à me rejoindre donc pour que vous parliez de ce documentaire tout à fait reportage exceptionnel que vous avez fait à New York. Voilà, je prends un autre micro. Elio, je te laisse, ou Mickaël, oui, prenez bonsoir. la parole. Bonsoir. En fait, c'est un documentaire qu'on a mis assez longtemps à faire, qui a été tourné en plusieurs parties. C'était assez compliqué, on a eu pas mal de mal, mais c'est vrai que c'est toujours de bon ton de critiquer les producteurs quand on est technicien ou réalisateur. Mais alors là, pour une fois, il faut vraiment rendre hommage au producteur qui s'est vraiment battu pour que ce documentaire existe, parce qu'il a fallu batailler pour trouver un diffuseur, pour trouver des aides et surtout pour négocier les extraits. Parce qu'évidemment, un documentaire sur David Lynch et sur le son de David Lynch, si on n'a pas d'extrait, ça mène un peu nulle part. Et donc, c'était un peu compliqué à faire. Et donc, Thomas Kornfeld s'est beaucoup battu pour ça et nous a obtenu tout ce dont on avait besoin. Voilà. Donc en fait, c'était un film que vous vouliez faire sur le son spécifiquement ou sur la musique dans les films de Lynch? En fait, c'était vraiment. En fait, c'est parti de. On devait faire des bonus DVD. On cherchait des sujets avec Elio, et pour nous, tout de suite, c'était évident. On voulait parler du son en général, mais dont la musique. Mais la musique, c'est un des aspects du son. Enfin voilà. Elio, si tu veux. Oui, parce que c'était pour le DVD de Sailor et Lula. Donc oui, oui. Bon, après nous, Parle plus. Oui. Non, en fait, donc oui, donc ça a pris pour nous 4 années, parce qu'en fait, l'éditeur a refusé finalement le projet parce que le budget était trop élevé. Et voilà, et donc ça a été 4 années de bataille pour arriver à ce qu'il puisse être diffusé sur Cinéma Culte l'année dernière. Oui, parce que pour vous dire, c'est quand même une avant-première ce film en France. Je crois qu'il a été projeté en Italie, Elio, mais jamais en France. Oui, dans une salle. Dans une salle. Comment il va être exploité, projeté, diffusé? Là, il a été diffusé sur le câble, et sinon, il commence à faire un peu les festivals aussi. Alors, cette rencontre avec Lynch, comment ça s'est passé? Racontez-nous en quelques mots. Vous n'étiez pas trop impressionné? Il s'est prêté au jeu? On l'a contacté, il a tout de suite accepté sur le sujet, en fait. C'est-à-dire que je pense que ce qui l'a intéressé, c'est que pour une fois, c'était pas dans le cadre c'est pas pour la cadre de promotion d'un film, et surtout l'idée n'était pas de poser des questions sur le sens de ces films, parce que ça, je pense que c'est un truc un peu la tarte à la crème classique de David Lynch. Alors pourquoi ci, pourquoi ça? Alors que là, c'était vraiment parler purement sur l'aspect purement technique, j'allais dire. Et donc ça, je pense que c'est ça qui a dû le séduire, quoi. Oui, puis en plus de ça, chez lui, le son est réellement premier, quoi. Donc l'impulsion qu'il a amenée au cinéma, c'est le son. Et pour lui, voilà, le son a une place primordiale. Et donc je pense qu'il était excessivement sensible à notre requête. Donc je crois que c'est Lynch qui, sur les plateaux, met aussi la musique à fond.
Donc un peu comme Philippe Brandrieux, finalement. Exactement, mais ça vous verrez ça justement dans le documentaire. D'accord. Bon, on ne va pas dévoiler tout le film, je vous laisse le regarder. Si vous avez des questions, évidemment, après la projection, Elio et Mickaël seront à votre disposition. Donc bonne projection. Et puis merci à vous tous d'être venus et rendez-vous l'année prochaine, en tout cas pour les 10 ans de l'industrie du rêve, où on mettra donc sous les feux des projecteurs tous les métiers du cinéma. Merci beaucoup.